T'es battu avec ton training de la police sur la route. Parti Robocop, mêlé sur patin devant moi sur la glace, y a aucune chance. Le racisme, je l'ai pas juste vécu dans les arénas où le monde me traitait de nègre dans les stands. Il y a plein de gars qui ont dû prendre leur retraite après s'être battu contre moi. Saison de 29 points, j'ai un tour de chapeau. Saskia est à côté de moi, elle dit genre, j'ai oublié la chorégraphie. Là, je suis comme, honte au noir, c'est quoi le rapport? Tabarnak, t'es trop gros. Les gars, c'est pas ça. Et après, en fait, Je donne tout ce que j'ai. Je suis tombé, je peux plus respirer, les ambulances sont venues me chercher. Ça peut-tu être plus cave que ça? Oui, on devrait faire un concours qui t'offre le plus longtemps dans l'eau frette. On va se mourir tous les deux parce que... Je suis sorti le dernier de l'eau. Le monde m'applaudissait. Mon parachute a pogné un arbre. Le monde au club pleurait, il pensait que j'étais mort. Prends du gaz, puis le pitch à terre, la limite allume pas. Les touristes pensaient que je voulais me suicider. Ça n'a pas de bon sens. Hey! Big! Ça va? Ouais. Ça fait plaisir, Big. Hey, viens t'asseoir. Hey, ça fait un bout, hein? Mais, depuis que tu comptais tes péripéties aux États-Unis, On s'est-tu revus? Moi, il me semblait. Une des dernières fois, c'est quand que tu venais t'entraîner au gym avec moi. oui, c'est vrai, quand que tu... mes poids, c'était ton warm-up. Ah, ben... C'était drôle parce que t'es compétitif, fait que je te connais, je le sais connecté, là, on a eu du fun. Mais moi, par contre, je me souviens, puis tu me corrigeras, tu te souviens-tu, parce qu'on était dans le temps de la COVID, puis là, tu me disais que tu pouvais pas pogner ça, toi. Je sais pas comment quoi. Ah, oui. Puis là, la semaine d'après, on est censé s'entraîner ensemble, puis là, j'ai pas de nouvelles, puis là, je t'appelle, puis je le sais, c'est pas ton genre à pas donner de nouvelles, puis là, je jouais dans le journal. Georges a la COVID, c'est à l'hôpital. Pour vrai, tu sais, je faisais l'épicerie pour tout le monde, tous mes amis, tout le monde dans le quartier parce que j'étais là. J'arrivais jamais à rien pogner. J'ai été dans tous les endroits super C, tu sais, n'importe quel endroit, pas de masque, rien, le monde qui toussait partout, puis ça me dérangeait pas. Puis finalement, ouais, je l'ai pogné. Ouais, là, il dit, OK, ça y est, là, George, il pogne ça à la COVID, là. Surtout que j'étais asthmatique, fait que tu sais, c'était pas évident. Ah, mais puis j'ai vu que ça a été vraiment affecté. Ouais, mais c'est parce que l'affaire, c'est juste parce que, tu sais, quand ta capacité de respirer est tellement diminuée, ça fait peur. Parce que, en tant qu'asthmatique, quand ta respiration, elle est courte, là, c'est là que tu paniques un peu, puis t'es comme... Mais dirais-tu que c'était pire parce que t'étais convaincu que tu pouvais pas pogner ça? Ben, pour vrai, moi, c'était pas... Que c'était soit la COVID ou pas, c'était pas ça. J'étais plus inquiet par rapport à la respiration parce que si t'arrêtes de respirer, t'es mort. T'es mort, oui. Puis quand j'étais comme ça, j'étais... Tu sais, c'est vraiment court, là. C'était fou, là. Puis, tu sais, j'avais peur que ça s'empire, parce que ça s'empirait, j'arrête. Là, ils font quoi? Ils te mettent une machine? C'est là le cortisone. OK. Pilule de cortisone que j'ai pris. Puis après ça, si ça ne s'améliorait pas, j'allais être plugué dans le ventilateur. Mais ce qui m'a sauvé, pour vrai, c'est que Christian Limoges a des herbes naturelles qu'il m'a données. Puis c'est fou parce que quand j'étais à l'hôpital, ils m'ont dit je vais être là pendant au moins 2 semaines. J'ai pris des herbes naturelles qu'il y avait. Puis après 4 jours, j'étais à 100%. Ils n'en revenaient pas que je me suis rétabli vite comme ça. Puis il fallait quand même que je fasse 2 semaines de confinement chez nous. Puis je courais sur mon tapis roulant, puis je parlais au monde, puis tout ça. OK. Après 4 jours. Tu te fait vacciner ou? Ben non, là, j'ai pas le choix, là. Pour que, mais tu l'étais pas quand tu l'as pogné. Non, non, à ce moment-là, non. Mais ce que je veux dire, c'est que à ce moment-là, je suis juste avec des herbes naturelles que j'ai pu vraiment sortir de ça. Puis je te dis, je courais chez nous après 4 jours. Puis à un point que le monde disait, ça se peut pas qu'il ait pogné. Comment ça, 4 jours après, il court sur tapis roulant en train de nous parler? Fait que là, il pensait que c'était pas vrai que tu avais pogné la COVID. Exactement. Puis là, il y avait toutes les conspiraties de c'est pas vrai, il fake, il est payé par le gouvernement, il y a ci, il y a ça. J'ai tout entendu. Tout entendu. Ah ben. Puis t'étais pas payé par le gouvernement, là. Mais non. C'est bien, Georges, là. Mais je veux dire, le monde, c'est pas long que partir des histoires, ça va vite, là. Ah non, mais il y a tout... Écoute, j'ai tout entendu par rapport à ça. Puis, tu sais, l'affaire aussi là-dedans, c'est que je comprends que, tu sais, un vaccin sur quelque chose qui était si rapide, ça a été fait tellement rapidement, comment tu peux savoir si vraiment c'est effectif? Tu entends les histoires des gens qui l'ont pris, qui ont des problèmes de santé par après. Il y a tout plein de choses qu'on a entendues après.
c'est drôle que c'est un virus qui est tellement virulent, mais il faut que tu te fasses tester pour savoir que tu l'as. Puis en même temps, il faut que tu obliges les gens à prendre un vaccin. Il y a tellement de choses qui sont arrivées avec ça que je comprends que tous les questionnements que ça l'a amené par rapport à ça. Puis tu t'en es-tu posé? Parce que moi, je m'en suis posé des questions. Mais non, mais c'est ça, je m'en ai posé plein aussi parce que, quand ça s'est arrivé, est-ce que c'était vraiment ça? Là, je posais des questions, c'était compliqué. Toute cette affaire-là a été compliquée du début à la fin. Parce que je vais être honnête avec toi, je me suis fait vacciner moi aussi. Est-ce que j'aurais aimé mieux de ne pas me faire vacciner? Oui. Parce que je doutais moi aussi, parce que était quand même, on se pose des questions, puis ça s'est fait rapidement. Puis là, mais tu comprends, quand tu vois des gens qui sont vraiment malades et comment ils sont malades, que tu ne sais pas comment tu vas réagir face à ça. Oui, non, c'est pour ça que, non, comme tout le monde, j'étais inquiet par rapport à ça. Je me demandais, je pense qu'on était plus inquiets des vaccins que le COVID même. Puis toi, c'est pas moi, là, mais toi aussi, tu fais attention à ce que tu manges, tu fais attention à toi. On fait attention à ce qu'on met dans notre corps. Ouais. Là, on t'oblige à prendre quelque chose de force. C'était plus ça, moi, qui me dérangeait. Ouais. L'obligation, ce que tu d'un coup, on te l'explique, tu comprends, parce qu'on n'est pas fou, mais en même temps, t'as quand même l'obligation. C'est pas comme si t'avais le choix, là. Non, mais t'as raison là-dessus. Puis l'affaire là-dedans, c'est que, je comprends que c'est une grippe qui est plus virulente qu'une autre grippe, mais c'est une forme de grippe. Puis quand cette période-là est arrivée, la grippe n'existait plus. Il n'y avait plus rien. Le monde mourait juste de ça, de plus rien d'autre. On dirait que la cause de toutes les morts était le COVID. Je veux dire, mais il y a du monde chaque année qui meurt de la grippe, mais ça n'existait plus. C'était vraiment mélangeant. Puis, là, on parlait qu'il fallait protéger les autres, puis toutes ces raisons-là qu'on donnait. Mais tu as raison qu'en bout de ligne, comme quand tu vas en Afrique, il y a des vaccins pour la malaria, des vaccins que tu peux prendre que si tu veux, oui ou non, qui te sont qu'on te considère de prendre, mais c'est toi qui décides. Comme pour ça, tu as raison que sur un point de forcer quelqu'un à faire quelque chose, tout dépendant de l'état de santé de chaque personne, il y a des personnes qui n'étaient pas à l'aise. C'est vrai que c'était une période qui était particulière. Il y avait quand même un parallèle aussi à faire avec le fait que, moi, j'étais policier. Toi, t'étais un justicier sur la glace. Ouais. Fait que t'es là pour faire respecter, dans ton cas, c'est une forme de loi qui est souvent non écrite sur la glace. Moi, mais c'est la vraie loi. Fait que là, en même temps, t'as ce combat-là à l'intérieur où ce que tu veux pas, t'as pas le choix, puis il faut que tu donnes l'exemple aussi. Ouais. Puis en même temps, comme personnalité publique, on est observé aussi, là, puis tu sais que dépendamment de la position que tu vas prendre, ça va faire du bruit. Oui. Ah non, mais c'est normal. Mais en bout de ligne, tout ce qu'on peut être, c'est on peut pas contrôler ce que le monde pense de tout ce qu'on fait. On essaie d'être des bonnes personnes, puis d'essayer de faire le mieux de choses possible. Puis je suis tellement content que cette période-là soit terminée, parce que c'était une période pour tout le monde qui était difficile. Les dépressions que ça l'a causé, puis même les restos qui ferment par rapport à ça. Parlant de ça, moi, j'avais un resto vegan sur l'avenue du Parc. 1 mois avant la COVID, on l'a vendu. Parce que mon partenaire, il retournait vivre en Inde, puis je ne pouvais pas me l'occuper tout seul à temps plein. Le gars qui l'a acheté 6 mois après a fait faillite. Il a fait faillite. Parce que tu achètes un nouveau resto, puis là, il faut que tu honores les loyers sur du parc qui coûte des milliers. Puis lui, c'est pas le système de livraison, fait qu'oublie ça. Bon, j'ai tellement été chanceux, mais je me sens mal pour lui, mais c'est fou quand tu parles au nombre de personnes qui ont investi leur économie toute leur vie sur une business, puis en dedans de quelques mois, pouf, ils ont tout perdu. Et il y a des restos qui ont fermé. Ça, pour moi, c'était vraiment ce qui était le plus triste pour plusieurs personnes. C'est sûr que toi, ça devait te faire un petit quelque chose. C'était quand même ton bébé. Oui, mais vu que je fais beaucoup de choses, c'était un de mes bébés que je veux dire, je l'ai vendu 1 mois avant, fait que c'est moins pire que si je l'aurais perdu par la COVID. Le gars qui l'a racheté a converti en d'autres choses. C'était plus un resto, c'était devenu différentes choses qu'il avait fait par rapport à ça de resto, mais bref, je me sens mal pour lui, mais pour plusieurs personnes. C'est quoi la bonne affaire? On est sorti de là? Oui. On va sortir de là aussi. Oh, en passant, je me souviens la dernière fois qu'on s'est vus. La dernière fois qu'on s'est vus, puis tu fais exprès de ne pas le dire. On a fait une course en auto! À Mirabel! C'était avant le COVID. On en a fait 2 fois. On en a fait une avant, puis une après. Puis là, après ça... je m'en souviens, c'est sûr que je m'en souviens. Je m'en souviens. Puis là, quand t'as passé, t'as passé à droite, t'as marqué combien à la sortie, t'es allé à l'autre bout. Je pensais essayer de quoi, mais de toute façon, j'aurais perdu pareil. Mais là, rendu là, moi, je pensais que j'allais me donner un genre de edge pour peut-être reprendre, puis j'ai pris la sortie des pluies. Fait que je suis fier de dire que dans une bataille d'éléphants, contre un gars qui a son training de la police, t'es battu avec ton training de la police sur la route.
dans une course. Shut out! Hey, écoute, c'était quoi? C'était une Nissan Micra, c'est Ah ça? non, on était pognés, là. Sais-tu, on était tous pognés. Ah, ça n'avait aucun bon sens. Ouais, c'était Alors, c'était incroyable. pas un char pour nous autres, là. Non, Puis exactement. il pleuvait. Oui, Ah, ouais. exact. Oh, on avait tout. Puis moi, en plus, j'avais oublié de mettre ma ceinture. Oui, puis là, juste pour qu'on se rappelle comme faut, c'était dans le cadre, ça. C'était-tu la formule électrique? Oui, exactement, une La voiture formule, électrique. ouais, le défi, en tout cas. Puis c'était pour la télé. Puis, on avait fait une course à 20, parce que je savais que c'était un bon mix, Ouais. un bon match, parce qu'on s'entend super bien. Ouais. T'es compétitif, je suis Ouais, compétitif. puis le poids aussi. est pareil aussi. Fait que Le poids, on peut pas exactement. dire que, On tu sais, peut pas rien un dire, petit là. char de même, tu peux pas te valer. Lui, il est trop léger, il est avantagé. Non, on n'était pas Non, mal pareil. aucunement, là. Ouais. Là, j'ai rencontré le vrai Georges Larac, là. Celui-là qui sort d'un moment fort. Mais non, là. mais j'ai toujours gagné, c'est sûr. Puis en plus, toi, t'es la barre, t'as fait le cours. Le cours de poursuite, toi, t'es policier. Moi, j'ai zéro cours, là. Ouais. Tu sais- Moi, mon cours, il c'est route. J'ai trop été agressif dans le premier virage quand je suis arrivé au bout de la ligne, là, parce que là, ouais, c'est ça une course, tu l'es. Oh, Il pleuvait, puis ma distance de freinage, je l'ai complètement manqué. Là, toi, t'as passé, puis par la suite, ben, on va se le dire, c'était pas les véhicules les plus performants qu'on Non, avait non c'est plus. ça, là. c'est ça. Mais tout ça, hey, on a-tu eu du fun, par exemple? Ah, c'était écœurant. Ouais. Puis sais-tu quoi? Vu que je suis gentil, je te donne une shot à the title. Si tu veux prendre ta revanche, à un moment donné, je te donne... Ah, ben, crime, sais-tu quoi? Ça marche, là. De toute façon, c'est sûr qu'on va avoir du gros fun, là. Ben oui, ben c'est oui. ça que j'aime, là. Ouais. Tu sais, parce que moi, Georges, là, à travers tout ça, là, puis on parlait tantôt au gym, moi, ce que j'ai découvert, les émissions, chaque fois qu'on a fait de quoi ensemble, on a toujours eu du fun, puis Ben du gros ouais. plaisir. Tu sais, t'es le genre de gars, moi, je peux dire que t'es mon chum. Ouais. Je pense que si on s'était côtoyés plus souvent, on serait devenus des grands amis aussi. Ben oui. Parce qu'on a un cheminement qui se ressemble pas mal. Là. Oui, exactement. Et moi, je me souviens, en 1996, parce que je suis rentré dans la police en 1996, puis ça, c'est l'année que vous avez gagné. Oui, comme Maria. Voilà, la Coupe Memorial. Puis là, je me souviens, il y avait le front page, je pense que c'était le droit, puis ou le Journal de Montréal, puis là, vous étiez dessus. Puis là, c'est là que j'ai découvert c'était qui, Georges Larac. là. Oui. Fait que ça a commencé là. Moi, je commençais ma carrière de policier. Toi, tu commençais ta carrière de policier dans la Ligue nationale. Exact. Oh, ouais, après avoir gagné la Coupe Memorial, j'étais déjà repêché par les Oilers d'Edmonton. Puis là, c'est là que après ça, c'était à 19 ans, j'avais fini ma carrière junior. C'est sûr que j'allais pas jouer à 20 ans dans le junior. C'était ligne américaine ou ligne nationale. C'est sûr que j'ai commencé dans la ligne américaine comme plusieurs joueurs qui sont repêchés. J'étais repêché en deuxième ronde. Et dans la ligne américaine, là, t'apprends à te battre contre des hommes. Parce que junior, tu sais, c'est pas pareil. Là, tu te bats contre des enfants. Tu sais, quand j'ai 19 ans, on s'entend, junior, j'étais plus gros que tout le monde. Tu te bats contre du monde qui ont 17, 18 ans. Il y en a qui ont 19, mais j'ai eu quelques gros combats à 19 ans contre Peter Worrell, Joël Thériault, mais c'est pas la même chose dans la ligne américaine. Parce que Tu pesais combien à 17 ans? 17 ans, je pesais 245 livres. C'est fou, là. Je pesais 245 à 17 ans. Puis là, tu pèses combien? Là, je pèse 300. Tu sais, je suis pas... quand je jouais dans mon prime à 9% de gras à 255. Ouais, je me souviens, pour les Hallers, c'était autour de ça. hein? Oui, 255 que je jouais à 9% body fat. C'est ce qui est demandé Ce qui est pour les demandé. joueurs de Ligue nationale. 9%, puis test, puis tout ça. Fait que j'ai toujours eu 9%, entre 9 et 10, toutes les équipes avec lesquelles que j'ai joué, en jouant à 255. Fait que pas une once de gras. Puis, Hey, c'est costaud là, pour jouer au hockey. Là. oui, mais l'affaire là-dedans, c'est que vu le rôle de fou que j'avais, il fallait que je sois en top shape. Parce que moi, la job que j'avais, c'est je meurs ou tu meurs. Fait qu'oublie ça, là. C'est ça qu'il fallait que je fasse. Il fallait que je sois un gladiateur, que je sois prêt, puis j'allais à la guerre. Puis, puis oublie ça, il n'y a pas de visière, là. Là, aujourd'hui, mettre des visières, tout, c'est différent pour Ouais, les nouveaux ça joueurs qui change la arrivent. donne un peu. Mais là, tout était squared en face. Fait qu'il fallait que tu saches comment te défendre, comment te battre, puis t'apprendre tout seul. Quand tu as été repêché, tu savais-tu que tu allais te battre pour jouer au hockey? Ouais, je savais. Parce que je suis junior majeur, mon premier coach, Norman Flynn, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Moi, écoute, je sors du midget 3, Bantam 2A. Je sors du Bantam 2A, je suis repêché à 15 ans. Puis je fais mon premier camp junior majeur, puis je me souviens, premier camp junior majeur, Norman Flynn est venu me voir avant, puis moi, j'étais un goal scorer. Toute ma vie, quand j'étais jeune, j'étais un marqueur je marquais des buts. Tu es un joueur de talent. là. Oui, joueur de talent. Mais c'est sûr que quand je suis arrivé d'âge junior, 15 ans, là, j'étais pas mal plus gros. Fait que, tu sais, j'étais plus aussi vite que j'étais quand j'étais plus jeune. Puis je me souviens, Norman Flynn il m'avait dit, il est venu voir, il a dit, tu sais-tu, si tu utilises ça, là, avec la taille que tu as, tu peux jouer à la Ligue nationale. C'est ton rêve depuis que tu es jeune de vouloir jouer à la Ligue nationale. Il y a un coach qui te dit ça. Puis moi, j'étais comme, bon, OK, je vais le faire. Et tout ce qu'il faut que je fasse pour la Ligue nationale. Fait que j'ai commencé à me battre dans le junior pour vraiment apprendre comment. Puis tu sais, t'apprends par toi-même. Et parce qu'un gars de ma taille, si je me battais en plus de jouer au hockey,
tu combines les deux, tu as plus de chances d'être repêché. Fait que c'est ce qui est arrivé. C'est pour ça que j'ai été repêché en deuxième ronde. Ma dernière année junior à 19 ans, j'ai 1 point par match. Je me suis battu aussi. Puis avec les statistiques puis tout ça, ça montrait vraiment que j'allais être un joueur... que tu avais ta place. Là. Oui, j'avais ma place. Puis pas un gars qui allait juste jouer. Parce que dans la Ligue nationale, t'as des hommes forts puis des goons. Là, les gens, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que ça veut dire. C'est pas différent. Les gens pensent que c'est des goons, le gars qui fait juste se battre, le gars qui se bat tout, ou de toute façon, ils vont me dire que je suis un goon. Un goon, c'est un gars qui ne sait pas jouer au hockey, il ne sait pas patiner, il joue 1-2 chiffres par game seulement pour se battre, that's it. La Ligue nord-américaine, mettons. Oui, c'est ça. Mais dans la Ligue nationale, dans le temps, il y avait des gars, comme dans la Ligue nord-américaine, qui étaient là, qui jouaient 2 chiffres par game juste pour se battre. À l'époque. Oui, à l'époque, dans mon temps. Moi, je jouais 10 minutes par game. Mon chiffre régulier. Toi, t'avais un chiffre. Oui, c'est ça. Chiffre régulier, je marquais, je corrais, tu sais. J'ai des statistiques, j'ai une saison de 13 buts, une saison de 29 points, j'ai un tour de chapeau. Les goons ne font pas ça. Là. Non. Les goons ne jouent pas au hockey. Fait que c'est ça la différence entre un goon et un homme fort. C'est ce qui fait que tu vas durer dans le temps aussi. Exactement. Pour ça, j'ai joué aussi pendant 13 ans. Puis l'affaire là-dedans, c'est la clé pour moi, junior major, puis l'été, c'était de me développer pour pas être un goon, pour être un joueur qui va jouer de façon régulière puis qui va jouer aussi dans les séries. Parce que normalement, un goon ne joue pas dans les séries. C'est vrai. Quand la deuxième partie de la saison commence, il joue presque plus parce qu'il y a moins de combats à la deuxième partie de la saison parce que les équipes se battent pour une place en série. Puis après ça, lui, il est dans les estrades, il joue plus. Mais moi, je jouais dans les séries. Fait que, tu sais, il faut que tu sois vraiment plus complet, montrer parce que les séries, il n'y aura plus de bataille. Il faut que tu fasses mal maintenant avec tes coups d'épaule. Ce que je faisais dans les séries. Puis c'est pour ça que, tu sais, je suis content d'avoir joué pendant 13 ans, mais d'avoir joué aussi mon chiffre régulier. T'aimais-tu ça, te battre? Je détestais ça. Écoute, Hugo, il n'y a rien que j'aille ça plus que ça. C'est tellement dangereux, puis l'anxiété que ça fait, qui te passe dans la tête avant de te battre, puis tout ce que tu dois penser. Ça commençait pas avant game, là. Non, ça commence... Tout dépendant, c'est qui. Si c'est un gars comme, mettons, Brashear. Donald Brashear, je vais le nommer parce que tout le monde le connaît. Si dimanche, je joue contre lui, puis je vais me battre, puis c'est même pas sûr que je me batte avec. Mais si dimanche, je joue contre Brashear, lundi, je vais commencer à y penser. Je vais avoir de l'anxiété à partir de lundi. Aussi loin que ça. Même s'il y a des games entre. Supposons là, que lundi, je joue Dallas, mercredi, je joue Minnesota, puis il est en Vancouver dimanche. Lundi, la game de Dallas, je pense à Brashear. Minnesota, mercredi, je pense à Brashear, puis c'est dans ma tête. Puis ça me fuck, là. Je suis comme... Même si tu te bats contre d'autres gars? Même si je me bats contre... Parce que des gars comme Brashear, c'est une autre classe. Lui, il peut te tuer. Tu sais, Brashear, Boogaard, il y a des gars comme ça que c'est des super heavyweight, qui sont vraiment dangereux. Il y a des gars avec qui je me battais que t'es pas nerveux du tout, tu sais qu'ils vont pas te faire mal. Mais des gars comme Brashear, Boogaard, Tony Twist... Là, tu le sais qu'il faut que tu sois à ton meilleur, là. Oui, puis tu fasses pas une erreur peut te tuer. C'est fou, là, mais ça te passe par la tête, tu peux mourir. Un coup de poing dans le temple, c'est fini, là. Puis, tu sais, il peut te casser la face, tu sais, l'os orbital, il y a plein de choses qui peuvent arriver. Parce que ça arrive, là, tu te comptes ça. Ça arrive, puis je l'ai fait souvent, là. J'ai retiré plein de... Je suis pas fier de ça, mais il y a plein de gars qui ont dû prendre leur retraite après s'être battus contre moi. Au moins 5-6. Dont Stu Grimson, que tout le monde connaît. Mais tu sais, ça, c'est pas le fun, mais sauf que c'est lui ou moi. Puis c'est pour ça que moi, je me suis dit, si j'aime pas ça... ça aussi, là. Oui, mais l'affaire, c'est que moi, je me suis dit, vu que j'aime pas ça, je suis aussi bien d'être le meilleur, comme ça, j'aurais pas besoin de le faire autant. Parce que plus t'es respecté, t'as pas besoin de le battre aussi souvent, parce que si les gens te craignent, ben là, le monde, si on part, c'est parfait. Fait que moi, c'est pour ça que j'étais là, il faut que je sois le meilleur pour le faire le moins souvent possible. Puis j'ai eu la réputation, puis j'ai été nommé par mes pairs pendant 10 ans comme étant un des meilleurs. Tu te sentais comment quand tu sais que t'as blessé un gars et que sa carrière est finie? Non, j'y parlais après, je l'appelais, puis je m'excusais. À l'intérieur, ça te faisait quoi? Non, mais l'affaire, c'est que je m'excusais parce que le but, tu veux jamais blesser quelqu'un. Tu veux gagner, oui, mais tu veux pas casser la face de quelqu'un. Ça, tu contrôles pas ça, là? Non, mais non. Quand tu donnes un coup de poing, tu sais pas que tu vas casser son os orbital. Tu sais, à un moment donné, écoute, ça, c'est une des pires fois. Ben, tu sais, je vais compter 2. Andrew Archer, un ancien joueur défenseur repêché par le Canadien de Montréal. On joue au match en concours avec les Penguins de Pittsburgh contre le Canadien, à Montréal, avec les Penguins. Michel Therrien, c'est notre coach. Puis là, Andrew Archer, une recrue qui veut faire sa marque, il frappe Jarkko Ruutu, une mise en échec un peu vicieuse, dans un match en concours que moi, je veux pas me battre dans un match en concours, ça veut rien dire. Il n'y a pas de bagarre. Là. Exact. Puis là, on est devant le banc, il frappe Ruutu, puis là, on gueule après sur notre banc. « Hey, qu'est-ce que tu fais là? » T'sais, on sac après, puis ça. Puis après ça, il challenge le banc. Moi, je suis sur le banc. T'as l'homme fort de la Ligue qui est là. Si tu challenges le banc, tu me fais une invitation, je suis obligé d'aller te voir. Coupe de chiffres après, chose sur la glace, il est là, on se bat. J'ai cassé l'os orbital, il n'a jamais joué au hockey encore. Fini.
Puis là, tu sais, je me sentais super mal. Tu sais, tu vas pas faire ça. Mais la pire fois, écoute, le pire scénario, par exemple, celui-là, il faut que je te le compte. Brent Myers, OK? Brent Myers, un ancien enfant de la Ligue nationale aussi, il avait des problèmes de boisson, puis il est allé consulter, il est allé dans une clinique, tu sais, de désintoxication de la Ligue nationale. Et puis là, finalement, après 1 an, il revenait dans le hockey. Son père, il était à Calgary pour le match en concours Calgary-Edmonton, bataille de l'Alberta. Puis lui, il jouait un match en concours pour revenir de la Ligue nationale. Il venait finir sa cure de désintox. Puis là, c'est moi contre lui. Et tu sais, c'est un match en concours, puis on se bat sur la glace devant son père. J'ai cassé son os orbital, fini, devant son père, hôpital. Écoute, je l'ai appelé, je me sentais super mal, puis c'est un ami en plus. Mais c'est juste que sur la glace, t'as pas d'amis. Fait que, des fois, on a l'impression que, oui, ça va vite, mais que ça porte pas. Ça fait solide. Ah non, ça fait solide. C'est très dangereux. Il n'y a pas de gants, là. À la boxe, il y a des gants. À UFC, il y a des gants. Au hockey, il n'y a pas de gants. Tes jointures, tu peux couper vraiment. Tu peux casser quelqu'un. Tu peux casser la face à quelqu'un, le nez. J'ai cassé des nez souvent. Moi, l'affaire, je me compte vraiment chanceux parce que plus de 200 combats professionnels, j'ai jamais eu de commotion, jamais fait knocker, jamais eu de coupure, j'ai jamais rien cassé. T'as jamais rien eu? Rien. Puis même mes mains, jamais cassé mes mains. J'enlevais toujours le casque avant de fesser. Vraiment, c'est presque un miracle, ça. C'est impressionnant. C'est qui a été celui que tu as eu le plus de difficultés avec? Écoute, c'est une combinaison de gars. Brescher, il est là. Derek Boogaard, il est là. Tony Twist, il est là. Bob Probert, il est là. Écoute, c'est parce que l'affaire, c'est que c'est tellement dur d'en nommer un parce que quand tu regardes des fois des combats, puis ça a l'air facile, mais ça l'est pas. Les combats, c'est 30 à 1 minute d'adrénaline all out. Ton corps, là, tu donnes tout ce que tu as dans un point que tu es dans un blur. Tu es comme, tu sais pas qu'est-ce qui se passe, tu black out. Quand tu bats, tu black out, puis tu sens rien, tu es dans l'adrénaline à côté. Il y a du monde qui gueule, tout le monde gueule, il y a plein d'affaires, puis t'es all out, tu attends que quelqu'un finisse à table les arbitrantes. Puis après, c'est là que, quand tu arrives au banc de punition, là, c'est là que tu commences à sentir les bobos. Si tu as mangé des coups, ou si tu as mal au corps, quel muscle tu as mal, ou quoi que ce soit. Puis c'est là que là, tu le sens vraiment, mais pendant l'action, tu sens absolument rien. Puis moi, ce que j'ai développé au fil du temps, c'est qu'au lieu d'être surexcité, j'ai commencé à plus réfléchir, puis à penser, puis à prendre mon temps pour être plus conscient de ce que je faisais. Puis là, j'étais encore meilleur en faisant ça. Oui, parce que tu ralentissais. Exact. Puis là, j'ai le temps de voir ce que la personne fait. Parce que souvent, ce que le monde fait, ils ferment les yeux, puis ils faisaient n'importe quoi, là. Non. Tu prends ton temps, tu étudies, tu regardes ce que le gars fait. Puis vraiment, ça, j'ai développé une technique. D'ailleurs, je t'ai regardé, je suis allé sur YouTube, il y a plusieurs de tes combats. Puis on voit que toi, tes accroches, tu tournes, tu frappes, Ouais. là, on sent que tu avais ta technique où toi, tu étais à l'aise, puis eux l'étaient pas mal moins. Là. Ouais, mais c'est sûr que... Puis en plus, je suis gaucher. Puis donc, j'ai beaucoup de techniques par rapport à ça. Puis j'enseigne aujourd'hui beaucoup de joueurs. Je leur montre comment se défendre. Tu sais, je l'ai fait, le monde le sait, Petzetta du Canadien de Montréal, Ouais. Jack Eye. Rampage, je l'aide un peu, puis je l'ai aidé sur la glace cet été. Puis plein d'autres joueurs comme ça qui m'ont demandé de cet été s'ils peuvent venir sur la glace juste pour que je leur C'est donne quand un même peu de cool, trucs. hein? Ouais, ben tu sais, c'est hot. Je le fais gratuitement. Je le fais parce que, tu sais, c'est comme une confrérie. Ces gars-là font la job la plus top de la ligue. Fait que quand quelqu'un me demande de l'aide, c'est comme passer mes connaissances, tout ça que j'ai. Tu sais, moi, quand j'étais jeune, il n'y a personne de la Ligue nationale qui m'a appelé, qui m'a offert de l'aide, tu sais. Mais quand les gens me le demandent aujourd'hui, puis je le fais, ça me fait plaisir parce que c'est comme, je peux leur donner, tu sais, le savoir que j'ai par rapport à ça, puis ça leur montre comme un respect envers la job qu'ils font aujourd'hui, qui existe encore. Parce que, tu sais, souvent, on parle de l'enlever, puis ça n'existera plus à un moment donné, mais là, c'est encore là, ils ont besoin d'aide, fait que je les aide. On regarde ça aller, j'ai pas l'impression que c'est pour arrêter tout de suite, hein? Parce Non, que non, ça fait partie du hockey. Écoute, tu peux pas avoir du hockey sans combat, oublie ça. 200 combats, Georges. T'en referais-tu ça pour jouer dans la Ligue nationale? Oui. Et moi, pour vrai, là, je vis avec aucun regret. J'ai joué 13 ans en Ligue nationale. Il a fallu que je me batte pour pouvoir être là. J'ai joué pendant 13 ans. Puis l'affaire, c'est que c'est facile de dire ça parce que je cherche en pleine santé. Peut-être que si je suis paraplégique aujourd'hui, j'aurais des gros problèmes de santé, je te dirais non. Mais aujourd'hui, j'ai rien. Pas de commotion. Non, exactement. Puis OK. Ça, j'aime ça que tu dises ça. Parce que tu parles à n'importe quelle personne qui fait un sport de combat, puis ils vont tous te dire jamais de commotion. Tout le monde va dire ça. Par ego.
moi, ce que je vais te dire, pour renforcer ce que je te dis, parce que chaque fois que tu vas parler à quelqu'un, un pantalonneur va dire « Ah, moi, j'ai jamais eu de commotion, jamais rien eu. » Quand j'ai pris ma retraite, c'était dans le temps, puis quelques années plus tard, il y a Ripien, Boogaard, Oui. Bielac, tous ces gars-là, les anciens hommes forts qui sont morts, puis ils ont analysé leur cerveau, puis ils avaient la maladie dégénérative. Fait que là, Mathias Brunet, avec la presse, ils ont décidé de tester des hommes forts en vie, tester leur cerveau pour voir comment l'état de leur cerveau était, pour savoir si oui ou non il faudrait être traité pour ne pas mourir de cette maladie-là. Ils ont demandé à plein d'enfants, tout le monde disait non. Parce que le deal était, ils payaient pour tous les tests, mais par contre, le résultat final, ils le mettaient public. Tu ne peux pas refuser. Quand ils sont venus me le demander, moi, j'étais comme, écoute, j'ai jamais de commotion. OK. Puis ils m'ont dit, Mathias m'a dit, Georges, si on le fait, par contre, le deal, tu signes un waiver, il faut, on donne le résultat public, puis tu peux rien dire. Moi, j'ai dit, pas de problème, j'ai toujours été correct. J'ai été un institut de cardiologie où j'ai fait des tests, pour mon cerveau, des tests d'IQ, plein de choses. Puis là, avant de donner les résultats, les caméras sont là, puis tout. Puis là, j'étais nerveux, parce que j'étais comme, crime. Je viens d'accepter de faire de quoi que si jamais je suis à moitié légume ou j'ai des problèmes de cerveau, la planète entière va savoir. Puis là, ça va me fermer des portes. Puis là, j'étais nerveux quand ils donnaient les résultats, fait que j'étais assis, j'étais comme, crime. C'est pour ça que personne ne voulait le faire. Je suis la seule personne qui a accepté de le faire, parce que les autres, je ne veux pas m'exposer, tu sais. Quand ils donnaient les résultats, le docteur il a dit, c'est du jamais vu. Ils n'ont jamais vu quelqu'un qui fait un sport de combat, qui n'a aucun saignement au cerveau, un cerveau aussi en santé qu'un adolescent, puis IQ au-dessus de la normale. Ils n'avaient jamais vu ça, ça n'existe pas dans les combattants. Moi, j'étais bien content. Puis j'étais surpris en même temps. Fait que quand je te dis jamais de commotion, il y a des tests publics qui peuvent te le prouver. Oui, exact. Fait que toi, tu fais pas juste le faire par ego. C'est parce que c'est vrai. Oui, ben c'est moi, j'ai les preuves pour. Fait que c'est pas que quelqu'un dit, ben oui, ils disent tout ça. J'ai les tests au complet. Ça a été documenté. Tu peux même checker en ligne. Fait que même des fois, Mathias Brunet, il en parle, puis il dit, il n'y a aucun combattant dans le monde là, qui a un cerveau. Hey, on parle 200 fois, je me suis battu professionnellement, plus peut-être une centaine de fois dans le junior, 300 combats. 0 commotion. Cerveau parfaitement en santé. Écoute, t'as un combat de plus qu'on va rajouter, ton combat contre Georges Saint-Pierre. Parce que là, cette semaine, mais ça, c'était pas un combat. Je le sais, mais... Ça, c'était plus de la lutte. Mais quand même. Oui, ça, c'est fou parce que la raison pour laquelle... Moi, Georges Saint-Pierre, c'est un de mes bons amis, puis la raison pour laquelle on a fait ce combat-là, c'est que le UFC, ça venait à Montréal, puis c'était comme pour promouvoir Georges Saint-Pierre puis le UFC. Puis l'affaire à Montréal, c'est que Georges Saint-Pierre, il va partout dans le monde, puis il peut pas aller nulle part, le monde, tout après. Ici, on connaît pas ça, là. Exact. À Montréal, il pouvait aller n'importe où, le monde. C'est pas la même chose, c'est les joueurs de hockey. Les joueurs du Canadien de Montréal sont des dieux. Tu mets un gars qui joue sa 4e ligne à Montréal versus Georges Saint-Pierre, le monde, il saute sur le gars de la 4e ligne. Mais si tu vas ailleurs, l'inverse. Exact. Fait que là, ils se sont dit, si Georges fait mal paraître un joueur de hockey du Canadien, le monde va dire, hey, il est tough. C'est là qu'ils vont réaliser comment il est tough, même si c'était déjà le meilleur de sa profession. Il fallait qu'il fasse mal paraître un joueur de hockey pour que le monde réalise comment il était bon. Fait que quand ils m'ont lancé le challenge au TriStar, écoute, je sais que je connais rien au UFC. J'ai pas de méthode de lutte, rien. Mais t'as-tu fait du judo quand t'étais jeune? Oui, j'ai fait du judo, mais nous, ce qu'on faisait, c'était il fallait essayer de jeter l'autre à terre. Moi, j'ai aucune technique. C'est des techniques de lutte, ça. Moi, j'en ai aucune. J'essaie de le lever. C'est comme s'il pesait une tonne. Les techniques qu'il faisait, puis il est 180 livres. Moi, j'étais 270. Il faisait ce qu'il voulait avec moi. Mais tu sais, oublie pas, dans l'octogone, c'est un des meilleurs au monde. Oui. C'est sûr que lui, après ça, il disait, c'est sûr qu'il n'irait même pas sa glace avec moi. Moi, mon sport, c'est se battre sa glace. Mais moi, n'importe qui sa glace, même aujourd'hui. À 47 ans, oublie ça. Je mets n'importe qui à terre aujourd'hui. N'importe quel gars que présentement... Aujourd'hui, n'importe qui. Personne ne me touche. N'importe qui en Ligue nationale. Impossible. N'importe qui dans le monde. Mais n'importe qui. Bâtir Robocop, mêler sur patin devant moi sur la glace, il n'y a aucune chance. Même aujourd'hui. Puis je dis tout humblement, là, même si je sais que ça peut avoir de la coquille. Mais, tu sais, Georges, sur la glace, oublie ça. Mais j'ai essayé à l'octogone. Lui, c'est le meilleur dans ce qu'il fait. T'as-tu tout donné, là? T'as-tu vu? Tout ce que j'avais. Tout ce que j'avais, je n'étais pas capable. Je pouvais rien faire. S'il aurait voulu que je suce mon pouce, je l'aurais fait. Non, mais c'est impossible, oublie ça, là, c'est trop tough. C'est même pas c'est une question de technique, c'est pas force, puis il faut que tu connaisses
la discipline. Puis lui, c'est parce que Georges, ce qu'il fait, c'est que, posons la lutte, jiu-jitsu, taekwondo, karaté, c'est un maître dans Muay Thai. tout ça. Oui, exactement. Tout ça, c'est un maître dans tout, comme tu viens de dire. Puis lui, il s'entraîne contre les meilleurs de chacune de ces disciplines-là pour les assimiler. T'es pas champion du monde pour rien. Là. Puis moi, j'en ai rien. Là. Moi, je connais rien de ça, mais je l'ai fait pour le fun. Puis c'était le fun. Si t'avais à choisir un combat, là, un combattant contre qui tu voudrais te battre? Mike Tyson, de loin. J'ai déjà essayé. C'est parce que ce qui est arrivé pendant la COVID à Montréal, c'est qu'il y a eu un règlement qu'on n'a pas le droit d'avoir des fans dans les stands. Oui. Puis là, mon agent parlait avec son agent tout pour arranger ça. Je me souviens d'être ça, que j'avais entendu parler. Puis mon agent, il parlait avec son agent pour parler plus de ça, mais l'affaire, c'est quand le règlement est tombé qu'on pouvait faire un combat à huis clos. Je peux pas faire un combat à huis clos comme Mike Tyson. Pour payer pour qu'ils viennent, il faut les prix des billets que le monde vienne. Combien il chargeait? Je pense que c'est un demi-million. Quelque chose comme ça. Quand même pas si pire. Oui, mais sauf que sans fans, pour y donner, je peux pas. C'est pour ça que c'est comme tombé. Mais Mike Tyson, ça a toujours été mon rêve de me battre avec lui pour le fun. T'sais, pour le fun, pas pour le... Je le choquerais pas pour qu'il me knock, là, parce qu'on s'entend que la boxe, comme ça à glace, c'est pas mon sport. T'sais, Mike Tyson, même à l'âge qu'aujourd'hui, la force de frappe, tout ce qu'il y a, c'est comme c'est un des morts de tous les temps. Oui, puis la technique. Oui, j'ai pas la technique de boxe du tout. Fait que tu penses-tu que c'était une bonne idée, ton affaire, là, de poigner Mike Tyson? Oui, mais c'est parce que l'affaire, c'est qu'oublie pas que, tu sais, même s'il a l'air intense, il est pas fou non plus, tu sais. Ça dépend comment tu vas sur le ring avec. Si tu fais juste sparring pour le fun, tu vas pas le choquer. Mais si j'essaie de le pincer, il y a des chances. Puis il le sent, là, c'est fini, là. Tu sais, c'était plus pour pouvoir dire que j'étais sur le ring avec lui, c'était plus dans ce sens-là, une affaire caritative, mais pas comme Roy Jones, une affaire, ou comme Jake Paul qui va faire avec, une affaire qui vont vraiment se défoncer pour vrai. Mais ils vont faire de l'argent, par exemple. Ah, là, c'est ça. Écoute, là, Mike Tyson, il garantit au moins 20 millions. Tu penses-tu... parce que là, c'est un peu là, ambivalent quand tu écoutes les gens là-dessus. Là. Mike Tyson est trop vieux. D'ailleurs, j'ai entendu Georges en entrevue, Georges Saint-Pierre, qui disait que c'était dangereux pour Mike parce qu'il dit Jake Paul, il est quand même rendu bon. Ouais. C'est un vrai athlète. Puis c'est vrai qu'il est costaud. Là. Ouais. On a l'impression, parce qu'il y a le titre de YouTuber, que... il n'est pas crédible, là, mais quand il te donne une claque, tu dois sentir pareil. Oui, mais la seule chose, par contre, c'est que, oui, Tyson est plus vieux, mais à son avantage, les rondes sont juste 2 minutes. Le fait que c'est 2 minutes, c'est à son avantage. L'autre chose, c'est que Jake Paul n'a jamais mangé de coups comme la force de frappe de Tyson. Il s'est battu contre des bonnes personnes, mais pas du monde comme Mike Tyson. Fait que si Mike Tyson le connecte comme il faut, il n'a jamais mangé des coups de même, ça va être différent, ça va être plus tough pour lui. C'est là, j'ai hâte de voir comment il va répondre. Vu que c'est 2 minutes, je pense que Tyson va être correct. On a vu quand il s'est battu contre Roy Jones, c'est des rondes de 2 minutes aussi. Puis il a super bien paru, oui, Tyson, vraiment. puis il était l'agresseur tout le long. Puis je pense que contre... Mais en même temps, Roy Jones avait pas l'air nécessairement du Roy Jones qu'on connaissait. Non, c'est sûr. Fait que ça avantageait aussi Mike. Parce que là, ce que j'ai su, c'est qu'on voit des footages de Mike en entraînement, puis ils nous disent que c'est pas des entraînements récents. Ça serait daterait d'une quelques années, puis qu'ils mettent ça comme pour prendre à pétanque. Ouais. Moi, ce que j'ai peur, c'est, sans dire que c'est arrangé, qu'on se ramasse un peu avec un combat exhibition qu'on labellé comme étant un vrai combat. Là. Oui, mais moi, je pense que ça va être un vrai combat. Parce que, tu sais, Jake Paul, il donne un show pour Mike Tyson, il veut montrer à tout le monde qu'il est encore capable, puis il va vouloir le knocker. Il n'y a personne qui était capable vraiment de knocker Jake Paul, puis il veut le faire. Fait que c'est pour ça que je pense que ça va être excitant pour vrai. Je pense qu'ils vont donner tout ce qu'ils ont. Sur qui que tu gages? Tyson. Je pense que Tyson il gagne. Je pense qu'il gagne. Je pense qu'il va le pincer comme il faut. Là, comme Jake Paul n'aura jamais eu. Ah, mais moi, je vois pas comment que Mike Tyson, même à 50% de ce qu'il était, peut pas geler Jake Paul. Oh, moi aussi. C'est pour ça que je pense que, oublie ça, je pense. Puis je veux le voir Jake Paul se faire pincer. Je veux le voir faire knocker. Tout le monde veut voir ça. Tellement... C'est-tu un souhait? C'est ça que tu souhaites? Oh, ben honnêtement, oui, moi, c'est ça que je souhaite. Oui, je souhaite d'aplomb, là. C'est ça que je veux. Il y a plein de monde qui veulent ça. Il est bien trop cocky, tu sais, je veux dire. Il est cocky, j'ai l'impression qu'il pique ses compétiteurs, là, ses adversaires, pour faire en sorte qu'il paraît bien. Là. Ouais. Puis à la limite, des fois, je me demande si les adversaires font pas... Hey, ils ont une méchante paye qu'ils n'ont pas dans le UFC ou qu'ils n'ont pas ailleurs pour se battre avec lui. Si tu me dis, tu vas ramasser 8 millions, puis quand je t'en pogne une solide, sans te geler, relève-toi pas. J'espère qu'ils font pas ça. Je sais que j'ai entendu des rumeurs qu'il y avait des combats, peut-être que c'était ça arrangé comme ça. Je sais pas si... Parce que les gars qui bossent, c'est des célébrités qui sont connus quand même, qui ont de l'argent. Là. Ils se battent pas contre du monde qui sont dans la rue vraiment. Fait que je sais pas vraiment si je croirais le fait que les gars accepteraient de se coucher pour des millions
puis perdre la face contre un YouTuber, je pense pas. Quoique, comme toi, j'ai entendu ces rumeurs-là aussi, mais j'espère que c'est pas ça. Moi aussi, j'espère. Parce que, honnêtement, tu sais, il y en a là-dedans, c'était des combattants. Oui, c'est des vrais combattants, mais au niveau crédibilité, ils sont peut-être plus sur la way out. Oui, exact. exact. Tu veux faire une grosse paix. Oui, t'as raison aussi là-dessus, c'est vrai. C'est vrai. Mais le sportif en moi, puis le compétiteur en moi, c'est pas ça que tu veux voir. Mais non, c'est sûr. Tu vas voir un vrai combat, puis du monde qui se bat pour vrai, puis que c'est légitime. Tu sais, ce que j'aime, là, c'est que tu dégages quelqu'un qui a confiance en toi, puis je te connais, puis je sais que t'es de même. Là. C'est pas, tu joues pas un rôle. Ça a-tu toujours été comme ça? T'as-tu toujours été de même? Oui, depuis que je suis... Ben, c'est parce que moi, là, j'ai tellement été élevé dans l'adversité. J'ai été élevé dans le racisme, puis avec un père ultra sévère qui me battait quand j'étais jeune. Puis ça m'a fait grandir plus vite, puis ça m'a fait grandir dans l'adversité, puis être plus fort. À un moment donné, à un jeune âge, au lieu de m'apitoyer sur mon sort, puis de m'apitoyer sur le racisme que je vivais, je me suis dit, OK, la vie, là, il donne rien sur un plateau d'argent. Ou tu es un warrior, un gladiateur qui va foncer, ou tu te penches, tu te laisses te faire enculer, puis après ça, tu blâmes sur tout. Puis moi, j'étais là, non, je vais pas me blâmer sur tout, je vais foncer, puis je vais réussir, je vais prouver à tout le monde qu'ils ont tort. Quand tu as ce mindset-là à un jeune âge, tu fais ça toute ta vie, bien, finalement, tout ce que je décidais de faire, c'était pour gagner, que ça soit n'importe quoi. J'ai toujours eu ce mindset-là d'être le meilleur dans tout ce que je faisais. Puis c'est ça qui m'a aidé à jouer 13 ans en nationale. C'est ça qui m'a aidé à me surpasser puis être capable d'atteindre tous les objectifs que je voulais faire puis les rêves que je voulais accomplir. Puis, tu sais, j'ai couru 2 fois le marathon de Montréal à 300 livres. Il n'y a pas d'éléphant qui court des marathons, tu sais. Il y a des affaires de fou que j'ai fait, des défis de fou que j'ai fait juste pour me dépasser. Juste parce que je voulais être le meilleur puis je voulais faire des choses que le monde disait que je serais capable de faire. T'as vu là-dessus, là, c'est là qu'on se ressemble. Beaucoup. Moi, mon père aussi était sévère. Puis ça a pris du temps avec... ça a été un facteur qui a déclenché tout ça. Mais en même temps, ça a pris du temps avec que je bâtisse cette confiance-là. Tu sais, quand tu me parles qu'il était sévère avec toi puis qu'il te battait, le petit Georges, là, quand tu étais vraiment jeune, là, comment t'as fait pour faire face à ça puis que sortir de là pas blessé? Tu sais, y a-tu des séquelles de tout ça? Parce que pour moi, ça a pris du temps avec que je passe par-dessus puis que j'avance. Là. Non, mais moi, ça a pris du temps que je passe par-dessus puis que je le pardonne. J'ai même consulté, je l'admets, j'ai consulté des coachs de vie pour arranger ma relation avec mon père par rapport à ma jeunesse que j'ai eue avec. Puis ça a pris des années, je l'admets. Mais l'affaire, c'est que, vu que mon rêve, c'était de jouer dans la Ligue nationale, puis que je vivais une autre chose qui était du racisme pendant ce processus-là, étant jeune, quand j'ai lu le livre de Jackie Robinson, qui est le premier noir qui a joué au baseball, lui aussi a vécu beaucoup de racisme ce rang-là, puis c'est encore pire que moi. Lui, c'était des menaces de mort là, dans ce temps-là. Puis quand j'ai lu son livre, j'ai lu le courage qu'il a dû avoir, puis comment il combattait le racisme pour se rendre au baseball. Le racisme que je vivais dans le hockey, je me suis dit, OK, ça, c'est un processus comme Jackie, que je dois utiliser le racisme comme motivation pour me défoncer encore plus pour prouver aux gens qu'elle a tort. Mais ça, ce que ça l'a fait, c'est que cette force-là que j'ai eue en personne dans le hockey, en combattant le racisme, à la maison, ce que je vivais avec mon père, là, j'étais en train de devenir fort parce que là, maintenant, c'était comme... Moi, mon but, quand j'étais jeune, c'est Ligue nationale parce que j'ai une mission. Mon père est un obstacle par rapport au fait qu'il ne voulait pas que je joue au hockey, puis au fait comment j'étais élevé avec la violence et le racisme que je vivais. Tout ça combiné ensemble m'a donné une détermination de fou. Détermination sur le point que, quand j'étais jeune, à un moment donné, Hugo, je me disais, OK, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Parce que tous les jeunes de mon âge veulent tous jouer à la Ligue nationale. Fait comment que je fais pour avoir un avantage sur eux? OK, ben je vais donner un exemple. Quand il neige dehors, là, une tempête de neige, le monde reste à la maison. Moi, je pogne ma pelle, je m'en vais pelleter au parc du coin, puis je m'en vais patiner. Puis dans ma tête, je me dis, pendant que je patine puis je m'entraîne, là, les autres jeunes sont à la maison en train de jouer au Nintendo. Qu'est-ce que je peux faire pendant que les autres, ils le font pas pour avoir un avantage? Quand il pleut dehors, qu'est-ce que le monde font? Ils restent en dedans. Moi, j'allais courir dehors. Je faisais tout plein de choses que je savais que les jeunes ne faisaient pas, puis je me disais ça, dans le long run, ça va payer. C'est toutes des choses, puis c'est ça les sacrifices aujourd'hui. Tu sais, aujourd'hui, on est comme demain. On veut tout repousser à demain. Ben, le monde qui ont réussi, là, ils n'ont pas repoussé à demain. C'est là. C'est maintenant. Puis à vrai dire, ils en font en avance. Oui, exactement. Moi, là, parce que là-dessus, on se ressemble vraiment, mais moi, c'était de me prouver à moi. Puis à vrai dire, c'était pas de temps à moi que de prouver à mon père. Tu comprends-tu? Fait que toi, c'était tout ça. Tu sais, ailleurs, t'es quelqu'un, puis quand t'arrives chez vous, t'avais-tu le sentiment que tu l'étais peut-être pas aussi, t'étais pas le même gars,
tu n'avais pas le même statut devant ton père que tu pouvais avoir ailleurs? Non, mais c'est ça, devant mon père, je faisais attention, c'était pas pareil. Parce que moi, l'affaire, c'est que je voulais prouver à moi-même. Moi, pour vrai, là, je n'avais pas réussi dans le hockey, là. J'aurais probablement fait autre chose, mais j'aurais été dévasté parce que il fallait que je prouve à moi-même que tout ce que je vivais, j'allais passer par-dessus, puis je me disais, je vais réussir, j'ai envoyé ça à l'univers, je vais réussir. Ils vont tous avoir tort, je vais leur prouver qu'ils ont tort un jour. Puis même mon père, il fallait que j'y prouve qu'elle a tort un jour. Puis c'est la même affaire avec eux. Donc lui, il croyait pas dans ton rêve. Il voulait pas que je joue au hockey, il croyait pas, puis je vais aller plus loin que ça. Lorsqu'on parle de chasse et de pêche au Québec, il y a un incontournable. Et l'incontournable, c'est que tu as besoin de vêtements et d'articles de chasse et pêche. C'est la raison pour laquelle je me suis associé avec Sport Chief. C'est une entreprise québécoise qui est connue à travers le monde. Et pourquoi j'ai choisi Sport Chief? Parce que, ça me ressemble. Parce que ça n'a pas de limite. Et si on peut améliorer un produit, ils vont le faire. On retrouve tout. Et les professionnels, ils s'en équipent eux aussi. Donc, si c'est assez bon pour eux, c'est assez bon pour moi, c'est assez bon pour vous. Un gros merci à Sport Chief, notre présentateur officiel du podcast Sans Limite de Hugo Girard. C'est pas un secret, j'ai lancé ma gamme de vêtements de travail il y a maintenant près de 3 ans. C'est pas facile dans le vêtement de travail de se démarquer. Quand tu veux le faire, il faut que tu fasses un produit qui est différent des autres. Je voulais un produit qui me ressemble, un produit qui soit fort, un produit qui soit résistant, un produit avant-gardiste et un produit qui va faire le travail. Avec Hugo Strong, on a un produit qui vous protège, on a un produit qui est efficace sur le terrain et on a un produit aussi qui paraît bien. Non seulement on a les vêtements de travail, mais on a aussi les bottes de travail avec King Thread, la série Hugo Strong, des bottes haut de gamme, des produits pour rivaliser avec ce qu'il y a de meilleur sur le marché. Et dans la botte, Hugo Strong dans King Thread, c'est ça que ça nous prend. Puis je vais aller plus loin que ça. Bantam 2A, mon année Bantam 2A, qui était l'année qui a changé ma carrière parce que c'est grâce à mon année Bantam 2A que j'ai été repêché junior major. C'est quel âge? 14 ans à peu près? Oui. Quand je jouais Bantam 2A, moi j'allais au collège Brébeuf. Puis quand je jouais Bantam 2A, mon père, il voulait pas que je joue Bantam 2A. Fait que je jouais Bantam 2A en cachette. Mon père, il voulait pas. J'ai joué en cachette. Il savait pas. Il venait même pas me voir jouer. Fait qu'à un moment donné... Et il te voyait partir avec ton équipement? Oui, mais il pensait que je jouais dans la maison. Parce que maison, ça ne dérangeait pas parce que c'est moins intense, il y a moins de game. Fait qu'il pensait que je jouais à maison. Mais j'étais Bantam 2A. Fait que ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, quand j'ai été listé pour être repêché après mon année Bantam, je disais à mon père, tu peux venir avec moi à l'Arena Maurice Richard pour le repêchage junior major. Puis c'est là qu'il a su que j'ai joué Bantam 2A à cachette. Là, il était fâché après toi parce que tu avais joué en cachette? Là, c'était trop tard parce que là, on est au repêchage. Puis là, il rencontre l'équipe. Puis là, lui, mon père, c'est les études. Les études s'en fout du hockey. Puis là, quand il rencontre l'équipe, il demande par rapport aux études. Oui, M. Larac, les études, tout est inclus, tout est payé, tout ça. Puis parfait, lui, c'est juste ça qu'il voulait savoir. Il voulait rien savoir du côté du hockey. OK, le hockey, là... Non. Puis même, il va aller plus loin que ça. À 15 ans, je fais l'équipe. Après une année Bantam 2, je fais l'équipe à 15 ans, junior major. Je peux jouer une année de plus que j'ai joué là. Là, il y a, tu sais, la demi-visière qu'il faut qu'on signe. Les parents, il faut qu'ils signent pas. J'amène mon père à la feuille de la demi-visière. Je dis, père, faut que tu signes ça. Puis la demi-visière, personne ne lit ça, là, mais c'est écrit un lancer frappé, peut crever la visière, tu peux perdre ton œil. C'est écrit toutes les affaires. Oui, le pire qui peut arriver. Oui, le pire qui peut arriver. Mon père regarde ça et dit, non, je signe pas ça. Je dis, comment ça, tu signes pas ça? Il dit, ben, tu peux perdre ton œil, puis ça, tu vas jouer avec une cage. Je dis, je peux pas jouer avec une cage, oublie ça, il va pas me garder dans l'équipe, je peux pas. Normand finit de rencontrer mon père, il essaie de le convaincre, M. Larac, votre fils, il est bâti, il est fort, il va se faire intimider, il peut pas jouer avec une cage. Mon père dit, non, je signe pas ça. C'est écrit que c'est dangereux, puis tout ça. Fait que il a fallu que je retourne midget 3A parce que mon père n'a pas voulu signer la feuille. Fait que t'as manqué une année, junior. Oui, j'ai manqué une année. Puis j'aurais joué, là, à 15 ans, c'est exceptionnel, là. Puis j'aurais joué une année de plus. Mais à cause qu'il n'a pas voulu signer, je suis retourné midget 3. Puis là, l'année d'après, là, il l'a signé. Parce que là, oublie ça, là, s'il n'aurait pas signé. Ben, j'avais pas encore 18 ans. S'il n'aurait pas signé, ma carrière serait finie, là. Mais là, j'étais là, là, tu m'as fait perdre une année, là. Ça n'a pas de sens, là. Puis il a signé l'année d'après. Sinon, j'oublie ça, je fais rien faire. Fait que là, j'ai joué une année junior. Ma deuxième année junior, j'ai une année, super bonne année, puis j'ai été repêché en deuxième rond par les Hurleurs après cette année-là. Mais j'aurais pu jouer une année de plus, puis j'aurais été un joueur encore plus complet. Et peut-être que tu aurais sorti en premier tour, au premier tour. Oui, premièrement en première ronde, oui, exactement. Puis tu aurais fait plus d'argent. Oui, exactement, oui. Tu sais, tu as parlé de racisme, tu as parlé d'intimidation, puis tu en as vécu beaucoup. Oui. C'est-tu vraiment relié au hockey ou ça a été à large? L'affaire, c'est que c'était à large parce que, OK, quand mes parents ils ont migré au Québec d'Haïti, c'était dans un temps où
le Québec venait venir beaucoup d'émigrés parce qu'il manquait beaucoup de travailleurs. Et mon père, qui a étudié en ingénierie, est devenu ingénieur et il est allé travailler au poudre métallique à Sorel-Tracy. M'a dire, là... Il devait pas en avoir beaucoup, là. Non, on est allé seuls. La pire place pour des Noirs d'aller vivre dans ce temps-là. Fait que le racisme, je l'ai pas juste vécu dans les arénas où ce que le monde me traitait de nègre dans les stands, puis le monde... À l'école. Partout. Partout. Le monde, il me regardait, puis il y en a qui pensaient que j'étais E.T., là. Il y en a qui me touchaient avec leurs doigts. Alors, ils n'avaient jamais vu de noir. C'était fou, les autres capotaient, là. Fait que je vais raciste à Sorel-Tracy. Toi, t'arrivais d'Haïti. Non, moi, je suis né à Montréal. T'es né à Montréal? Mes parents, ils arrivaient d'Haïti, mais moi, je suis né à Montréal, mais à un jeune âge, j'ai fait ma maternelle à Sorel. Fait que, tu sais, on a déménagé là-bas, j'avais quoi, 4 ans? Fait que, tu sais, ma jeunesse, je l'ai toute eue à Sorel. La pire jeunesse de ma vie. Pour vrai, ça, là, de vivre à Sorel-Tracy, là, dans ce temps-là, écoute, c'est des cauchemars. C'était épouvantable. Le monde n'était pas fin, il était raciste, il était jaloux. Dans le hockey, je me faisais traiter de nègre d'instinct. C'était tellement grave que mes parents n'allaient même plus voir les games. Puis ils me déposaient, puis ils ne voulaient plus rester là. Puis c'est pour ça qu'ils ne voulaient pas que je joue, parce qu'il y avait tellement de racisme. Mon père allait se battre avec tout le monde, fait qu'il me laissait là. J'y allais tout seul. J'allais en bicycle l'hiver avec mon stock sur le dos, tellement que c'était épouvantable. Ça n'avait aucun sens comment que c'était mauvais. Puis j'étais tellement content qu'on a déménagé là-bas pour aller vers Montréal, que c'est plus culturel, parce que ça a été épouvantable de vivre là-bas. Mais ça a aussi forgé mon caractère, parce que là, j'ai dû apprendre à être plus fort, puis de faire fi de la critique, puis prouver aux gens qu'ils avaient tort. Mais tu sais, je peux comprendre un peu plus ton père maintenant. Tu sais, lui, il est parti d'Haïti, il sacrifie son pays d'origine pour venir vous donner une meilleure vie. Ouais. Vous jouez au hockey, tu arrives dans une ville, tu te fais pas accepter. Ouais. Ensuite, tu te fais dénigrer, Ouais. tu te fais écœurer. Ouais. Non, lui, il trouvait que le hockey, c'était un sport de fou. Probablement, probablement, l'hiver, il détestait ça. Mes parents mettaient 2 manteaux d'hiver, ils gelaient l'hiver. Les autres n'étaient pas habitués. Puis en plus, un sport, c'est avec des jeunes supposés pour t'amuser. Tu fais traiter de nègre par des parents d'instant pendant que ton père est là, tes parents sont là. Tu sais, à un moment donné, c'est comme, c'est quoi ce sport-là? Ils sont fous. Puis là, il dit à son gars, OK, il faut que tu arrêtes de jouer à trop de racisme. Moi, je dis non, je vais jouer dans la Ligue nationale. Mon père, probablement, il sait pas c'est quoi. Il comprend pas. Il n'a aucune idée que c'est la Ligue nationale. Il écoute pas de le hockey. Puis lui, il est comme, lui, c'est des études. Il s'en fout du hockey, là. Fait que c'est pour ça que, même, il y a une année Pee-Wee que mon père m'a enlevé, il m'a forcé à pas jouer au hockey. J'ai perdu une année Pee-Wee en plus. Puis j'ai fait du ski pendant une année parce qu'il voulait pas que je joue au hockey. T'as perdu une année Pee-Wee. Oui. T'as perdu une année junior. Oui. Puis t'as joué 13 ans dans la Ligue nationale. Oui. Fait que si j'aurais pas perdu mon année Pee-Wee, puis l'année junior... Peut-être que t'aurais pas été bagarreur. J'aurais été un meilleur joueur, c'est sûr. Je m'aurais probablement moins battu, t'as raison. J'aurais été encore un meilleur joueur. Quand tu regardes ça avec du recul, es-tu conscient des sacrifices que tes parents ont fait quand même de venir vivre ici? Ah, ben oui, c'est ça. Écoute, je reconnais que mes parents, puis c'est pour ça que je les ai gâtés énormément quand je jouais dans la Ligue nationale. Mes parents, le fait qu'ils ont décidé de venir en Haïti pour nous donner une chance d'accomplir nos rêves, regarde le tremblement de terre qui est arrivé. Le tremblement de terre qui est arrivé en 2010, là, 300 000 Haïtiens qui sont morts, peut-être que je serais mort aujourd'hui. En Haïti, là, les gens, là, quand j'ai été 4 fois après la tragédie, puis j'ai été 2 fois quand j'étais jeune. Les gens là-bas, ils te demandent des jobs. Ils veulent travailler, il n'y a pas de job là-bas. Tu peux pas accomplir tes rêves là-bas, c'est difficile, là. Vivre là-bas, le train de vie là-bas, pour vivre dans un pays pauvre, c'est très difficile. C'est sûr que vu d'ici, on n'est pas conscient de ça, là. Mais tu sais, moi, je dis toujours, Hugo, au monde, les gens qui nous écoutent, tu sais, souvent, on veut amener nos enfants à Walt Disney, puis voir des choses qui sont belles, puis là, les enfants sont gâtés, puis ils partagent des photos avec Mickey Mouse. Si tu veux donner une bonne éducation à un jeune, là, amène-les visiter des pays pauvres pour qu'ils réalisent comment il est chanceux dans l'environnement dans lequel on est ici. Tu sais, ici, souvent, les gens chialent surtout, mais on ne réalise pas comment on est chanceux. Puis quand tu vois des jeunes qui ont rien, puis qui chantent, puis qui dansent, trouvent des façons de vivre, ils marchent 20 km dans les montagnes à acheter des fruits et légumes, puis redescendent 20 km pour les vendre dans la rue pour espérer manger. Quand tu vois des choses de même, quand tu es jeune, ça change ta perspective de la vie. Puis ça, là, c'est des vrais voyages que des enfants, que dans l'éducation, quand les parents font vivre ça à des enfants, c'est des enfants qui s'en souviennent le restant de leur jour, puis qui sont beaucoup plus reconnaissants de la vie qu'ils ont. Tu sais, tu dis ça, là, puis c'est tellement vrai, là. Puis je pense que t'as pas besoin d'aller là-bas. Moi, je suis porte-parole pour le défi sportif Altergo. Ouais. Là, tu parles d'intégration, là. Là, tu vois des gens, il y en a qui ont des handicaps légers, mais t'en as qui ont des handicaps lourds, puis ils les voient se défoncer. Puis moi, je pense que tous les jeunes devraient aller là, pour les encourager, puis aller voir ça, parce que ça change vraiment ta perspective. Ouais. Puis tu peux pas aller là-bas, puis pas être touché par ce que tu vois là. Non, mais t'as raison à 100%, puis c'est ça la vraie vie des fois, puis c'est pour ça que des fois,
je trouve que, tu sais, des enfants qui sont élevés dans la ouate, souvent, ils n'ont jamais vu d'adversité. Puis je trouve que quand on parle d'éducation, oui, du sport, c'est important de faire la partie de l'éducation des enfants, mais de vraiment voir l'autre côté du monde. Des côtés plus difficiles, ça va les aider à comprendre. Tu sais, moi, là, ce qui me fascine, c'est de voir, parce que tu m'en parles, tu es quand même très candide là-dessus. Puis, tu sembles pas avoir d'agressivité, malgré le fait que tu as vécu du racisme. Ouais. Puis, je sais pas si tu te souviens, il y a quelques années, parce qu'on était dans la même édition des Dieux de la danse. On Ouais, n'était pas exact. dans le même groupe, dans le même pot. Puis là, j'avais entendu l'histoire qui était arrivée quand tu étais allé. Puis là, j'aimerais ça que tu me racontes ta version. Parce que moi, j'en ai entendu parler, parce que c'est ça parler sur le plateau. Puis, moi, te compter. shout out parce que tu t'es tenu debout. Puis, non, mais je vais te compter ça. Les dieux de la danse, OK, moi, je m'en souviens, on était l'un ou l'autre on était contre moi et toi, tu sais, puis c'était vraiment le fun. Puis moi, j'étais avec Saskatio dans ce temps-là. Puis là, on a travaillé pendant des mois, tu sais, avec un chorégraphe, comme tu le sais, là. Ouais, c'est vraiment tough. Puis je me suis vraiment dédié à ça à 100%. Puis l'affaire là-dedans, c'est que quand tu fais les dieux de la danse, puis tout, il y a comme une compétition en plus qui s'installe, toutes ces choses-là. Puis tu sais, c'est fou, puis c'est vraiment hot, OK? Là, je fais ma compétition. Je fais la compétition avec Saskatio. Ça, je te le jure sur la tête de mes enfants, ce que je te dis, c'est vrai. Avant que le rideau tombe, que le countdown de 10 secondes, Saskia est à côté de moi, elle dit genre, j'ai oublié la chorégraphie. Elle me dit ça. Mais ça, c'est Saskia. Saskia me dit, j'ai oublié la chorégraphie. Là, je suis comme, oh my God. Ça part. La musique part, on fait n'importe quoi. Elle a oublié la chorégraphie. Là, le show est fini. Là, je suis comme, catastrophe. Là, avant de parler au juge, elle me dit, s'il te plaît, dis pas que j'ai oublié, dis rien. Je dis, pas de problème. Pour la backer, c'est la femme, je la back. Ça, je te jure, c'est vrai. Là, je m'assis sur la chaise, puis c'est comme, dans ma tête, je dis, OK, c'est fini, là, oublie ça, là. C'était tout croche, elle a oublié. Parce que moi, j'étais plus assidu aux pratiques. À chaque semaine, je le faisais. Elle avait beaucoup d'applications, elle manquait beaucoup de pratiques. Moi, j'allais quand même. Fait que moi, elle n'a pas la même discipline qu'un athlète. Non. Moi, j'ai fait, tu sais, Battle de Blades, patin artistique, puis je sais que plus de répétitions se fait, mieux que c'est. Fait que moi, je suis pas oublié. Fait que, tu sais, j'essayais de faire des choses, mais si elle a oublié, c'était tout croche. Mais bref. Ben, tu peux faire ce coup 50% de la job, là. Là, on est assis, puis je suis comme, je respecte son souhait que je dis rien, que je la back. Luc Denoncourt, là, il commence, il donne des critiques, puis il fait comme un show. Mais là, la critique qu'il fait sur moi, il commence à dire comme quoi que je fais honte aux Noirs, de la façon que je dansais, puis tout ça. Puis il est allé trop loin. Honte aux Noirs, c'est quoi le rapport? Il est sérieux, là. Il est sérieux. Puis il dit, quand les Noirs, normalement, qui s'expriment bien dans la danse, puis tout ça, toi, tu fais honte aux Noirs, qu'est-ce que tu as fait là? Puis là, j'écoute ça. Elle me back pas, là. Elle, là, elle est à côté de moi, puis elle pourrait dire, désolé, j'ai oublié, puis tout. Elle dit pas un mot. Puis là, lui, il est en train de me parler, je fais honte aux Noirs, puis tout. Puis je suis comme, j'ai fait ça pendant des mois. Puis le gars, quand il me parle d'une affaire de couleur par rapport à ça, elle me back pas. Là, j'arrête tout de suite, je dis, wow. Je dis, là, pourquoi j'ai fait ça? C'est quoi cette affaire-là? C'est quoi cette critique-là? Je serais jamais venu ici si j'allais m'exposer. Puis j'ai dit, fuck off, je m'en vais, je suis parti. Oh, ils sont allés te chercher dans le cours. Oui, moi, je m'en allais, là. C'était comme. Puis là, ça, c'est pré-enregistré. Ta famille. Non, mais le coach était là, puis là, le coach était là, puis tout, puis là, la foule ont hué Luc parce qu'il est allé trop loin. Moi, je m'en vais, je dis, écoute, je suis pas venu ici pour ça, ça n'a aucun bon sens, c'est n'importe quoi, parce que là, c'est raciste, les commentaires qu'il a dit. C'était du racisme. Mon coach, Eddie Vallée, était là, il pourrait vous le dire, puis notre prof aussi qui était là, je me souviens plus de son nom, elle est excellente pourtant, désolé que je me souvienne pas, mais il pourrait te dire, c'était du racisme, le commentaire. Fait que moi, je suis parti, je me suis tenu, je suis parti. Là, le producteur vient me voir, il dit, Georges, tu peux pas t'en aller. Je veux dire, parce que, tu sais, le show, tout est pre-tapé, on peut pas. Puis là, j'ai dit, ce qu'il a fait, c'est du raciste, ça n'a aucun bon sens, je t'aime pas par ça, puis je me tiens debout, puis je suis pas venu pour ça, puis ça n'a aucun sens. Puis là, il m'a dit, écoute, je vais y parler, puis il va refaire ses commentaires. Fait que là, il me convainc de revenir, je suis revenu, puis là, Luc a refait d'autres commentaires, mais pas comme ça. C'est Serge, mais t'as-tu... Oui, Serge Denoncourt. Je pensais qu'il t'avait refait faire la danse. Non. Ce qui est arrivé, c'est qu'il a refait ses commentaires. OK. Il a refait ses commentaires après, qui n'étaient pas aussi virulents. Puis là, c'est Serge Denoncourt, c'est ça? Pas Luc. OK, Serge Denoncourt. OK, je me suis trompé dans le Luc. Puis là, il a refait ses commentaires, là, j'étais assis, je disais pas un mot. Puis elle a jamais rien dit.
Elle a jamais dit qu'elle avait oublié rien. En ce moment, en te le disant, là, c'est la première fois que le monde le sait. Là. La première fois, il n'y a personne qui sait ça va sortir là. Oui, ça va sortir là. Elle n'a jamais dit, parce qu'elle dit, je connais toute la gang des juges qui sont là, fait que s'il te plaît, back-moi, mais elle m'a jamais backé, elle n'a jamais rien dit. Si elle avait expliqué qu'elle avait oublié, ça aurait expliqué pourquoi on était tout croche comme ça. T'en regrettes-tu d'avoir retourné? Ouais, je regrette. Écoute, il n'y a pas beaucoup de choses que je regrette dans la vie. Je regrette d'avoir embarqué dans l'aventure. Puis la raison pour laquelle je regrette, c'est pas... je regrette pour 2 raisons. La première, elle m'a pas backé. Parce que si elle avait dit qu'elle a oublié, ça aurait expliqué pourquoi on était tout croche, 1. Puis 2, je regrette parce qu'un des juges qui fait des propos racistes, ben, il a continué à être juge, puis il est resté là pareil, puis il n'y a personne qui n'a rien fait. Il n'y a eu aucune conséquence. Ça n'a rien changé au système. Oui, ça n'a rien changé, puis c'est pour ça que je regrette d'avoir fait ça. Mais moi, je te demandais pas si tu avais regretté de faire le show, mais si tu avais regretté, une fois que tu étais dans la cour, de rentrer en dedans et de le finir. La raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est parce que là, à un moment donné, ce qui serait arrivé si je ne serais pas revenu, c'est que j'ai pensé à toutes les autres personnes qui ont travaillé pendant 6 mois pour faire ça. Ça aurait détruit la production. Pas juste moi, mais les autres personnes qui ont participé dans... Parce que le live-to-tape qu'on fait, tout le monde était inclus dans ça. Tu comprends avec comment que c'était? Puis il aurait fallu qu'ils modifient tellement de choses. Ouais, mais ça n'aurait pas été ta faute. Parce que c'est pas toi le problème. Mais l'affaire, c'est que j'ai pensé aux autres personnes qui étaient là, puis le temps qu'ils ont mis. Parce que vu que j'ai été nommé au début, puis les previews, tout ce qu'il y avait, il aurait fallu qu'ils refassent l'affaire au complet. Puis quand j'ai pensé à ça, je me suis dit, bon, OK, je suis en crime contre Denoncourt, je suis fâché contre Saskia, puis là, je suis comme, est-ce qu'à cause de ces 2 personnes-là, je vais faire payer tout le monde qui, comme moi, ont travaillé pendant des mois, puis ils vont devoir peut-être refaire leur danse ou recommencer parce que quand mon nom était dedans dans les previews, des choses, dans ma tête, il y a tellement de choses qui s'est passé. Quand le professeur m'a dit, écoute, il va refaire ses commentaires, puis là, il les a refaites, puis je suis juste assis, j'ai rien assis, mais j'étais en maudit. J'espère qu'ils t'ont remercié, qu'ils sont conscients de ce que tu as fait pour eux autres. Non, mais le producteur m'a remercié quand j'ai fait ça parce que lui, il pensait pas que j'allais revenir. Là. Il était comme, on est vraiment dans le mal si tu reviens pas, puis tout, mais, tu sais, encore une fois, le gars, il était pas noir, il sait pas c'est quoi des propos racistes, il sait pas comment que ça m'a attaqué, il sait pas qu'est-ce que j'ai vécu toute ma vie, il sait pas comment c'est inacceptable. Aujourd'hui, après la COVID, une affaire de même arrive, c'est fini, là. La production ferme, c'est quelque chose. Puis lui, il serait dénoncé. Denoncourt, c'est arrivé avant COVID. Tous les actes racistes arrivés avant COVID, là, c'est comme, ça passait. Mais là, ça passe plus. Non, ça passerait plus. Mais juste pour te dire, là, ça va faire un petit bombe. Quand moi, il m'a jugé, là, je ne l'ai pas trouvé fin non plus. Il a dit, il dit un gros camion, il dit c'est le fun quand c'est dans le bois, puis ça travaille, mais il dit un 10 roues dans une cour, il dit ça n'a pas sa place. Que... Non, mais toi, c'était parfait parce que tout était chanceux. Moi, c'est parfait. Non, mais écoute bien. Moi, je t'envie, OK? Parce que l'affaire là-dedans, c'est que moi et toi, on est fort. La fille avec qui tu as mis, t'as passé ta chorégraphie à la lever dans les airs. Ça se que je peux pas faire ça. T'as été avantagé. Je vais juste dire ça. Bon. Désolé. C'est correct. On va détendre l'atmosphère, là. Moi, ce que j'aime, là, c'est que là, t'es préparé de quoi pour un défi pour toi, parce que je le sais qu'au hockey, là, t'étais bon au point, puis là, je veux savoir si t'es capable de faire des points. Ça fait que j'ai emmené un but. Ah, OK. Moi, je vais gauler, puis toi, tu vas lancer. Tu vas gauler? Je vais gauler. Ah, mais tabarnak, c'est hot. Oh, ouais. Parle-moi de ça. Il met des pattes, tout le stock, t'es pas vrai. Écoute, je n'ai pas de chance. On ne posait pas mettre de pâte, mais là, rien fait. Là, on va voir si t'es Carey Price. Là, on va voir si ça va vous faire. C'est ça, on va voir ça. Non, c'est pas... Comment tu mesures? 6 pieds 2. 6 pieds 2? Ouais. On va voir si tu vas prendre une bonne partie du net, alors ça va être la fun. Oh, ça va être drôle, ça va être drôle. Hugo dans les buts. Hey, écoute, là, je m'expose pas mal. Ah ouais, laisse faire de pâte. Pas de passe? Pas de pâte. J'ai confiance en mes moyens. Non, je t'aide, ça n'a pas de sens aussi là-dessus. Hugo, il faut mettre des pattes, oublie ça. Bon. Faut les essayer, je peux ça. Ouais.
C'est quoi, c'est pour les couilles? Non, non, c'est pas. C'est trop hot. Regarde aussi quand t'es pêché, là. Genre, Oh, nice! Nice, on va voir si t'es venu à quoi là-dedans. Non, attends. Toi, toi, comme ça, je vais aller s'attacher. ça, c'est un beau moment. C'est un beau moment, genre. Tabarnak, t'es trop gros. Ben, c'est pour ça, là, que... C'est pour ça, on peut dire ça. Il est trop gros, les gaz, c'est pas Les gaz, c'est pas ça. Faut pas dire que je t'ai acheté devant toi. Tu fais les imitateurs ensemble. Non, mais Hugo était assez fort, il aurait pu me lever. OK, fait que... L'étiquette. Il n'y a pas de biscuit? Et tu as l'étiquette dans la face, quelque chose? Ouais. Étiquette C'est ça que j'ai envie. Hey, écoute, tu peux pas dire, là, j'ai fait ça, là. Hey, il a acheté juste pour ça. Il n'a pas pris de Je chance. pense qu'il veut le retourner dans le même. Oui. Hey, tu c'est bon. Hey, il est parti avec un morceau d'arbre. Il est parti avec un morceau d'arbre, genre. Regarde. Non. J'allume mon l'eau juste avant, comme ça. Oh! OK. On va laisser plus fort, là. On va voir si t'étais capable avec ta miette un peu. Moi, je vais pas te faire parce que t'as pas de page, fait que faut que je lance dans les airs. Come on, les gars, come on! Come on, les gars, come on! Come on, les gars, arrête de niaiser! Arrête de niaiser! Ah, tabarouette. Bouge pas de temps, hein? C'est ça pour moi. Hey, c'est pas quelqu'un vite. Hey, attends, ça va bien, là, t'as fait un but. OK, attends. Oh! Et après, en mettre. Pas les gars! Parce que je veux pas lancer du côté de son... Il y a pas de biscuit. Ouais. Fait que je veux pas lancer sur sa main. Fait que il faut juste que je lance dans le coin en haut du côté qui est là. Bon, on regarde ça de même, t'as un but. C'est pas ça que c'est pas fait. C'est ça, Nico, ça, good job. C'est trop drôle. Hey, c'est trop cool. Fait que là, genre, j'étais dans ton sport. Là, tu vas bien dans le bien. Ah ouais, OK, parfait. La Renault? Bon. Es-tu prêt? Ouais. Regarde, en on va tester. Oh! N'importe qui. Ce qui est fun avec ça, là, c'est quand tu mets des gants à pleine, même si tu les laisses là, quand t'as bien, les clés sont là. Ça, c'est combien, ça? C'est 173 livres. OK. Qu'est-ce qu'on fait? Faut la lever. La vis de demain? Ouais. Oh, quand même. Qu'est-ce qui se passe encore? Et en plus, je vous l'ai dit, je sens pas que j'ai c'est passé vrai. le 4e jour de jeûne à l'eau, en plus. Regarde quoi, t'attends un peu, Magali. Non, attends. Non, on met pas en place ici. Tu l'as pas OK. Fait que tu t'es droitier, mets ton pied gauche à côté. Moi, je suis gaucher. T'es gaucher. Ouais. Pied droit à côté, pied gauche derrière. Là, va le chercher avec ta main gauche. Comme ça? Pousse ses jambes. Ouais. Ah ben, correct. Hey! C'est bon. Ça, c'est la 4e journée à l'eau. 4e journée à l'eau, là. C'est quoi, Georges? C'est fou. Vraiment impressionnant. Il n'y a pas beaucoup de monde qui le font. Pas vrai? Ouais. Hey. Il n'y a personne. Mais c'est un homme! C'est un homme, let's go! C'est un homme fort! Eh ben, je suis impressionné, Georges. Ouais, tu m'as bien essayé, c'est pour montrer le truc pour le lever. Ben non, je t'ai pas montré le truc. Tu le lèves. Si t'es pas fort, tu lèves pas ça. Fait que... Non, mais en plus, je suis en jeûne, là. Aujourd'hui, c'est ma 4e journée juste avec de l'eau. Je mange rien, je prends aucune vitamine. Ouais, on est pas mal à la même grosseur. Je suis surpris. Quand même que j'ai encore assez de force parce que j'ai rien mangé, là. Là, tu fais rien que boire de l'eau. Ouais, je fais juste boire de l'eau pendant 10 jours. J'aimerais ça faire 2 semaines. T'en veux-tu? Non, je suis correct. Écoute, avant d'arriver ici, j'en ai bu pas mal. Là, tu Je bois bois combien de litres 3 litres par jour. OK. C'est ça. Puis là, pour vraiment cleanser mon corps, mais je suis surpris de la... Écoute, c'est tout un... J'ai jamais fait ce test-là. Je suis surpris d'avoir fait ça à ma 4e journée à l'eau, à prendre juste de l'eau.
Non, puis tu l'as fait solide, là. Vraiment. Écoute, je suis bouche bée. Ah, ben merci. Ben moi, je suis bouche bée dans les buts. Comment que t'étais? Si les Pas si Canadiens pire, ont pas besoin si d'un pire. gardien de but, tu pourrais être là. Non. Moi, je suis juste grosse parce qu'elle reprend de la place dans le but, hein, c'est tout. Mais non, mais de la mettre, t'avais tes réflexes pareils, t'as attrapé la balle Ah, que mais c'était mieux avant. Tu sais, quand j'étais jeune, j'étais pas mal sportif. Maintenant, je m'entraîne. Ouais. Ouais, là, on vit les résultats des choix que j'ai faits. là. Je me rends compte que ma conversion dans d'autres disciplines Ouais. n'est pas ce qu'elle était. Tu sais, Ben non, on mais en vieillit. vieillissant, c'est ça, oui, exact. Puis en parlant de ça, parce que je le sais, toi, t'aimes ça, les challenges, que je savais que t'allais embarquer là-dedans. Parce que je t'avais vu en vélo quand t'avais fait le Mont-Royal. Ouais. Sérieux, là. Ça, c'est. Ça, là. Ouais, ça, c'est. Lex Albrecht, c'est une professionnelle cycliste, une fille qui est professionnelle cycliste. Puis l'affaire, c'est qu'au Québec, on ne parle pas vraiment du cyclisme. On n'en parle pas beaucoup, c'est pas vraiment populaire. Puis on avait une professionnelle qui habitait ici. Puis là, elle m'a demandé si j'accepterais de faire un événement avec elle en vélo pour promouvoir le cycliste au Québec puis sa carrière un peu. Ça serait des réseaux sociaux, quelque chose. Je disais, on va faire mieux que ça, on va faire une course. Fait que là, j'ai aucune chance contre une cycliste. Mais sauf que si on fait une course, c'est filmé, puis on a invité tous les gens qui font du vélo à venir, puis il y avait des centaines de gens à vélo qui sont venus. Ça va donner de la visibilité à ce sport-là. Puis l'affaire, c'est que c'était juste avant... Il commençait à avoir un petit peu de neige en plus qu'on l'a fait. Puis elle a dit, OK, on va faire la course Camillien Hood. Moi, je ne sais pas c'est quoi Camillien Hood. Je ne savais pas que c'était une pente qui est comme ça, en arrière du Mont-Royal. Moi, qui ne fais jamais de vélo, je m'achète un vélo de route. Ouais, parce que j'ai remarqué que le vélo, Non. c'était... Ouais. Puis là, dans une pente, tu fais une course contre une championne. Fait que là, on commence. C'est 1,6... c'est 1000 la pente, Camillien. 1,6 km. Les 400 premiers mètres, je suis côte à côte avec elle. Je donne tout ce que j'ai. Là, on arrive, il y a comme un faux plat avant que ça remonte encore. Quand on arrive au faux plat, moi, j'ai plus de jus, j'ai plus rien, je suis mort. Fait que là, je ralentis. Puis elle a dit, Georges, qu'est-ce que tu fais? On est dans le faux plat, pourquoi tu ralentis? Mais moi, je suis comme... Fait qu'elle, elle continue, puis elle part, puis moi, je suis comme ça. Puis là, je retourne dans une côte, il y a comme 400 mètres côte, puis là, elle continue jusqu'à la fin. Puis moi, je me dis, OK, je vais perdre, mais même si j'avais envie d'arrêter, j'arrête juste à la fin. Là, pendant que je monte la côte, je suis en train de souffrir, je suis en train de mourir, mon heart rate est au-dessus de 210. Je la vois avec son vélo, elle arrivait, elle m'attend comme ça, puis moi, je veux juste me rendre à l'arrivée puis arrêter. Quand je suis arrivé à l'arrivée, j'ai blacké out. Je suis tombé, je ne peux plus respirer, les ambulances sont venues me chercher. Puis j'étais à l'hôpital. Hey, sérieux, là. Le vidéo, là. Oh! Là, je me disais, pourquoi qu'il a fait ça? Écoute, tu veux que je te dise quelque chose d'encore plus cave que ça? J'ai dit, on prend un match revanche l'année prochaine. L'année prochaine, je fais une revanche contre elle au circuit Gilles Villeneuve, c'est 4,3 km. Il a déjà été filmé, celui-là? Oui. Et je reste avec elle les 2,5 premiers kilomètres. Puis après ça, même affaire. J'essaie elle part, puis je suis pas capable de garder la cadence. J'arrive à la fin, tombe sans connaissance. 2 années de C'est suite. à l'hôpital? Ou... Non, celle-là, les pompiers sont venus. Ils sont restés là pour être sûrs que j'ai repris mon souffle. Finalement, je n'ai pas eu besoin d'y aller, mais c'était sur le bord. Puis le marathon de Montréal, quand je l'ai fait, même affaire. Après le marathon de Montréal, à la fin, j'ai blacké out. Parce que quand il restait 10 km au marathon de Montréal, j'avais des bosses partout, des bosses de déshydratation. J'ai dit, il reste juste 10 km, fait que je vais finir. Juste 10 km. Puis là, mais je l'ai fini en boitant 10 km. Hey, À l'arrivée, j'ai blacké out. Je me suis réveillé, ils m'ont mis 16 litres de soluté. 15 minutes plus tard, j'étais mort. Et Parce que j'étais complètement déshydraté, j'avais trop perdu de sel puis d'eau. Puis moi, j'avais la brillante idée au marathon que pour aller plus vite, pour sauver du temps, j'allais pas arrêter dans les kiosques d'eau OK. quand il faisait super chaud. sérieux, là? Je m'attends pas à ça de toi. J'aurais pensé que tu t'aurais été plus stratégique. Non, moi, pour vrai, je suis un casse-cou. Je suis un fou un peu des fois. Parce que t'as dit que t'avais un Défi bon extrême. IQ avec tes tests. Là, c'est pas... Là, c'est... Tu veux-tu quoi encore plus cave que ça? Ah, ça peut-tu être plus cave que ça? Oui. Après au marathon, le docteur m'a dit, pour ma taille, c'est pas recommandé de faire ça parce que je suis trop lourd. J'étais 300 livres. Il dit, tu devrais pas faire le marathon, c'est trop long. L'année d'après, je l'ai refaite à 300 livres. Puis j'ai encore été à l'hôpital.
Sérieux, c'est tordant, ça n'a pas de bon Ah non, sens. je te dis. C'est comme... J'aime ça souffrir. Je sais pas comment l'expliquer. Moi, ce que j'aime, c'est que, Georges, toi, là, t'apprends de tes erreurs. Hein. Vraiment. Je l'ai fait une fois, on va la refaire. Non, mais les 2 fois, le vélo, même affaire. C'est comme les 2... Oublie ça. Je vais t'en raconter une, parce que moi ici, des fois, j'étais un peu calme. Ouais. J'ai eu la charmante idée, là, on remonte dans le temps que j'étais policier, fait que je dois avoir 26, 27 ans, de faire un triathlon. Mais tu sais, pas entraîné, basé sur le fait que quand j'étais jeune, je faisais de la compétition de natation, puis j'étais bon en âge, mais c'était comme 20 ans plus tôt. Fait qu'il y avait 750 mètres en eau libre. Tu sais, en piscine, c'est déjà pas facile. En eau libre, d'une rivière, c'était une autre histoire. Puis après ça, il y avait la course, puis le vélo, puis ça finissait avec la course, je m'en souviens plus. Là. Je pense que ce que tu as fait, c'est 5 km de course, 20 km de vélo, puis 750 de nage. C'est un mini triathlon. Un mini, oui. J'ai fait le premier. Ouais. Là, le premier, j'arrive là-bas, puis là, ben, je me compare, moi, je me trouve en shape, c'est 750 mètres. Sais-tu quoi? J'ai fait le premier 200 mètres, puis après ça, il y avait une bouée, puis il fallait que je monte à contre-courant. Fait que là, quand j'ai tourné le coin, puis la bouée, là, il y avait du courant. Là. Fait que là, je nageais, puis là, à un moment donné, je nageais fort, puis à toutes les fois que je prenais de l'air, la bouée était encore à la même place. Fait que là, j'ai fait, donc, je commence pas, il fallait juste me maintenir. Fait que j'ai dit, hey, là, faut que je mette plus d'efforts. Fait que j'ai réussi à me rendre à l'autre bouée pour tourner le coin. Mais là, ça allait pas bien, mon affaire. Parce que là, le monde, il me voyait. Ils ont envoyé 2 bateaux pour venir me chercher. Puis là, il était là, Hugo embarque dans le bateau. Il dit, non, c'est pas vrai que je vais embarquer dans le bateau, je vais le finir. Je suis sorti le dernier de l'eau. Quand je suis sorti de l'eau, le monde m'applaudissait. Hey, tu veux-tu quelque chose de proche de ça? Tu vas rire. J'ai fait un triathlon aussi. Un triathlon Olympic Tri. Comme toi, c'était 1,6 000 de nage, 40 km de vélo, puis c'était 10 km de course. Quand j'arrive... Puis en plus, ce que j'ai fait, quand je jouais avec l'Oilers d'Edmonton, c'était une qualification pour les Olympiques. Ils m'ont donné une participation spéciale d'embarquer avec les pros. J'arrive à la place pour l'eau, tout le monde est en soute d'eau. Moi, j'étais en short, tout le monde rit de moi. J'étais en short, puis le monde, tu sais, des soutes, là, des One Piece. Quand j'étais sur l'eau, 1,6 000, oublie ça, moi, je suis le dos, puis je fais les languilles, comme ça. Puis l'eau était dégueulasse, j'avalais de l'eau, parce que ça me passait par-dessus, parce que les gars nageaient super vite. C'est 2 loops de 800 mètres. Quand j'étais rendu à la moitié de la première loop, les gars, ils me dépassaient déjà pour la deuxième loop. Comme toi, quand je suis sorti de l'eau, il n'y avait plus personne. Fait que là, j'étais sur le vélo. Il n'y avait plus personne. Toi, t'as fait ta ride tout seul. Là. Les kiosques fermaient. Quand j'y passe, on peut fermer. Mais non, c'était l'affaire la plus plate, la pire affaire au monde. Il n'y a personne. Personne ne me regardait. J'étais comme, j'étais dernier dans tout. Puis jamais refait un autre. Fait que là, je ne veux pas te relancer, mais on t'en compter un autre, parce que, tu sais, je suis comme toi. Mais tu vois, on est pas mal pareil. Pas mal. On est que des caves. Moi, je vais au spa. Fait que là, au spa, ce que j'aime, tu vas dans le sauna, puis après ça, tu vas dans l'eau glacée. Mais là, moi, j'ai toujours la merveilleuse idée. Faut que j'y aille plus loin que la fois d'avant. Ouais. Ça fait que là, on entend souvent l'adage, un esprit sain dans un corps sain. Et ça commence par quoi? Par une saine alimentation et aussi une bonne supplémentation. Avec Hugo Nutrition, on retrouve tous les suppléments nécessaires pour prendre du poids, perdre du poids ou rester en santé. Et ça, c'est très important. On a même des carrés protéinés, sans gluten, 100% naturels, avec 5 différentes saveurs, qui vous permet d'avoir une collation santé sur le pouce qu'on peut traîner avec soi. On le garde soit dans notre sac, soit dans notre voiture, dans notre sac de sport. Donc, quelque chose de pratique, de nourrissant qui va nous soutenir. Donc, on a vraiment une gamme complète pour faire en sorte d'atteindre vos objectifs personnels qui sont reliés à votre santé. On peut sortir un gars de la Côte-Nord, mais on ne peut pas sortir la Côte-Nord d'un gars. Avec la distillerie Québec North Shore, c'est un retour aux racines du Nord, avec 3 produits. La Volca est une vodka, mais tout le monde appelle ça de la Volca par chez nous. Un amaretto québécois avec des produits de la Côte-Nord émis. Et le Colonel Bob, un rhum épicé aux saveurs de la Côte-Nord. Vous voulez rendre votre événement un peu spécial et le rendre un peu plus festif? Avec les produits de la Québec North Shore, on ne peut pas se tromper. Santé.
Je m'en vais là-bas, puis là, ben, tu vas dans la rivière ou tu vas dans le bassin. Ben, moi, je vais dans la rivière parce qu'il est toujours plus froid. Ouais, exact. Ça fait que je fais toujours une première run, puis après ça, c'est comme me réchauffer, mettons 15 minutes de sauna, puis 3 minutes dans l'eau froide. Puis après ça, je retourne dans le sauna, 20 minutes, puis là, ben, 10 minutes, mettons. Puis après ça, c'est all out, le dernier. Ouais. Ça fait que là, j'embarque dans l'eau froide. Puis là, ben, c'est plus longtemps que je peux. Puis là, il y a 2 de mes chums qui sont dehors, sont debout, puis qui me regardent. Puis là, à un moment donné, je suis dans le trou. Puis là, je me sens comme partir. J'ai juste envie, comme de me laisser aller. Oh, ouais. Ça va pas bien. Fait que là, il dit, je vais sortir. Je me lève debout. Puis là, c'est comme si je marchais comme un robot. Là, je me lève le bras pour pogner l'échelle. Mais l'échelle est comme un pied à côté de où ce que moi, j'envoie ma main. Mais ma main, moi, je dis à mon cerveau de l'envoyer. Là, je dis au gars, mettez ma main sur l'échelle. Là, je me suis tiré vers l'échelle. Là, j'ai réussi à m'approcher. Là, j'ai réussi à mettre un pied sur le premier barreau. Après ça, j'ai mis 2 pieds sur le premier. J'ai réussi à embarquer sur le deuxième. Là, je me suis laissé basculer à l'extérieur. Fait que là, j'étais carrément en hypothermie, là. Puis les autres, la seule affaire qu'ils se disaient, c'est comment qu'on va le sortir de là s'il n'est pas capable de sortir? Hey, tu viens de me donner une idée. Moi aussi, j'aime l'eau frette. On devrait faire un concours qui t'offre le plus longtemps dans l'eau frette. Méchante bonne idée. On va se mourir tous les deux parce que... Parce que justement, il n'y en a pas un qui va vouloir plier avant. Moi, je meurs avant. Oublie ça. Ben, Si faut que je meurs dans l'eau, je ne sens pas. Oublie ça. On est vraiment intelligents. Ce qui m'amène à me poser... Hey, en passant, faites pas ça à la maison, là. Non. On est des caves. C'est à ne pas recommander d'aller aussi loin dans vos limites que ça. Le propriétaire du spa est venu me voir parce qu'il a appelé le docteur à cause que quand j'y allais, je faisais tout le temps ça pour s'informer. Pour vrai? Oui. Puis après ça, ses assurances y étaient couvertes. Fait que moi, quand j'embarquais dans le trou d'eau, là, le monde dans le chalet allait dans la fenêtre puis était tout là en train de me regarder. Parce que bien souvent, les gens allaient dans le sauna, ils ressortaient, j'étais encore dans le trou d'eau. Hey, là, je vais te raconter de quoi qui est arrivé à Miami. Quand on est là-bas, ben c'est ça, tu sais, on se promène dans le hood, on est dans la petite Haïti. Fait qu'on est venu avec la bonne idée qu'on voulait rencontrer un chaman vaudou. On voulait avoir une session de vaudou. Ça n'a pas de bon sens que tu voulais faire 100%. Ben écoute, je suis comme toi. Tu faisais confiance? Ouais, mais pourquoi que ça n'a pas de bon sens? Je le ferais aussi. Ben c'est ça. Je peux pas vraiment te critiquer. J'aime ça que toi, tu me dises que ça n'a pas de bon sens. En plus, tu dois connaître ça, le vaudou à Haïti. Mais l'affaire, j'en ai jamais vu, mais je sais que c'est culturel en Haïti. Mais toi, t'es allé là-bas, puis tu voulais le vivre. Oui, je voulais le vivre, puis je voulais avoir... Mais j'ai été déçu. Déçu? Oui, j'ai été déçu parce que j'ai pas rencontré... tu vas être déçu, toi, ici, là. J'ai plus l'impression d'avoir rencontré un charlatan que d'avoir Mais rencontré... qu'est-ce que t'as fait faire? On a rencontré une femme en premier, puis là, elle a commencé à me dire qu'elle était capable de me donner l'avenir, puis là, elle voulait de l'argent, mais elle pouvait pas me le faire là parce que le timing n'était pas bon. Fait qu'elle dit, paye-moi tout de suite, puis appelle-moi demain. C'est ça ton vaudou? Ça, c'était son vaudou à elle. Là, nous autres, on est comme... Hey, mais ouais, ça fait fourrer. ouais, c'est fait fourrer. Là, on dit non. Fait que là, on se met à magasiner, puis là, ben, on est là. Fait que c'est comme, on s'est fait référer, là. Là, on s'en va rencontrer un autre gars. Puis là, ben, il y a des pattes. Ça ressemble plus à une boutique que tu as dans le Vieux-Québec, Okay. où qui essaie de nous vendre des cochonneries qui sont reliées au vaudou. Mais là, nous autres, on dit, on veut une session vaudou. Fait que là, il dit, tu veux quoi? Ben, c'est pas à moi de dire ce que je veux. C'est toi qui le fais. Ça fait que là, il nous dit, OK, c'est correct. Fait qu'il nous simule un semblant de cérémonie. Puis là, il prend du gaz, puis il pitche à terre. Puis là, il essaie de l'allumer avec la lumette. La lumette n'allume pas. Un freak show. Fait que j'ai été bien déçu. J'ai pas eu la session de vaudou que j'aurais dû avoir ou que je croyais. Moi, je m'attendais vraiment qu'il allait sortir une poupée, là, puis qu'à un moment donné, il m'a piqué de même. Là. Fait que non... mais c'est une bonne chose que tu n'as pas vu. Pourquoi? Parce que il y a des affaires qui peuvent faire que tu veux pas vivre ça. Raconte. Ben, tu peux être ensorcelé. Pour vrai, là. Ouais. Il y a du monde qui savent comment faire ça. Tu veux pas... Puis une fois que tu mets ton corps dans ça, tu pourras peut-être pas t'en sortir. Fait que toi, Georges, tu crois à ça, là. C'est vrai, là. Ah, j'ai vu des documentaires par rapport à ça, là, mais... ouais. Moi, c'est ça. Je suis un peu Thomas, mais je voulais vivre ça. Parce que le vaudou est associé avec le démon. Tu veux pas embarquer dans des choses sataniques comme ça. Tu devrais pas faire ça. Pour vrai, fais jamais ça. Mais tu viens de me dire que tu l'aurais fait.
Non, j'aurais demandé juste de voir, tu sais, comme Ben, c'est ça que je voulais faire. Où ce que tu étais de l'extérieur, mais pas d'y goûter, pas d'être dedans. Toi, tu voulais vivre un rituel, être dedans, Non, être le rituel. je voulais pas être le rituel. Ok. Je voulais voir OK, un rituel. voir un rituel de l'extérieur versus être le rituel. Oh, oui, c'est non, différent. non, Ouais. Tu sais, je le sais pas, là. De toute évidence, ben, je l'ai vu que si j'aurais été dans le rituel, il m'aurait pitché du gaz dessus, puis il m'aurait allumé, mais ses allumettes marchaient pas. Wow. Incroyable. Fait que toi, là, tu me parles de culture haïtienne. T'es-tu proche de ta culture? Ben oui, mais c'est pas. En passant, le vaudou, c'est pas la culture haïtienne, là. Parce que je suis proche, tu sais, la musique, puis tout ça, puis la nourriture, oui, je C'est des croyances populaires, plus qu'une culture. Ben, ouais, tu sais, c'est comme tabou. C'est comme un sujet qui est tabou. Il y en a qui y croient, il y en a qui y croient pas. Mais ça fait pas partie de la culture du tout. Parce que moi, j'ai fait une session là, dans un sweat tent avec des Amérindiens dans le nord du Québec. C'est un chaman qui venait de l'Ouest canadien qui est venu. Puis là, ils ont une tente. Puis là, t'embarques dans la tente. Un sweat lodge. Ouais. Ouais, j'en ai déjà fait, mais attends, sais-tu quoi? Vu que t'aimes ça, ces choses-là, est-ce que t'aimerais ça venir faire une cérémonie ayahuasca avec moi? C'est quoi? Ça, j'ai déjà fait. C'est un thé qui vient d'une racine péruvienne qui te fait halluciner. Mais ça fait sortir des choses. C'est vraiment écœurant. Là. On peut faire ça ici? Oui, au Canada? Ouais. oui. Il y a une chamane qui fait ça justement à Val-David. Et tu fais ça dans une cabane de bois, puis c'est vraiment incroyable. Deal. OK. Notre prochain rendez-vous, Georges. Yes, let's go. Ça va être cool. Bon, Ouais. Tu l'as fait? Oui, je l'ai fait. Parfait, tu l'as fait, je l'ai fait. Oui, je l'ai fait. Aaron Rodgers, qui joue avec les... Avec les Jets, il en a parlé, il l'a fait, puis il en fait souvent. Puis... Hey, je suis vraiment partant. Ouais, super. Parfait. Vendu. Qu'est-ce qui fait qu'on est de même, Georges? Pour vrai, Hugo, on aime ça, l'adrénaline. Tu sais, le sport que tu as fait, là, pour être un des meilleurs au monde dans ce que tu as fait, là, c'est de l'adrénaline. Il faut que tu t'as tellement appris à te dépasser, à amener ton corps à... Tu sais, les gens normaux, puis je vous insulte pas, mais les gens normaux, ils ont un seuil de souffrance qui est là. Mais toi, pour être où ce que tu t'es rendu, il fallait que, pendant que le monde c'est là, toi, ça soit là. Ouais, c'est ça. Puis l'affaire, c'est que quand tu as fait une discipline comme tu as fait, que tu étais là tout le temps, quand les gens étaient là, quand on fait d'autres choses, on n'est plus capable. Quand on est là, il n'y a pas de thrill. C'est qu'on est là qu'il y en a. Fait que n'importe quelle discipline qu'on fait qui nous amène dans ce niveau-là, c'est un dépassement. On aime ça. Puis c'est ça qui, des fois, on recherche des choses. Moi, j'ai recherché des choses pendant des années. C'est pas que je cherchais à me tuer, mais quelque chose qui était proche de me battre, que ma vie est en jeu avec quelqu'un qui est devant moi, ou que tu avais un thrill que tu deviens habitué. Oui, parce que là, c'est pas compliqué. Le spike d'adrénaline que t'as, c'est comme je dis tout le temps, le fait d'avoir ta vie en jeu te fait sentir vivant. Oui, exact. C'est de s'emmener dans ce stade-là. Ce qui est difficile, puis je présume que ça a même fait pour toi, Ben ouais, c'est ben quand ouais. on n'est plus en compétition, on recherche cette même dose Exactement. d'adrénaline-là, puis on Ouais. l'emmène dans d'autres choses. Ouais. Puis là, ben, j'arrive à un âge que je me pose la question, parce que je me rends compte que je suis plus le même gars, j'ai plus les mêmes capacités. Oui, exact. Mais dans ma tête, Ouais. c'est la même affaire. Ouais, je suis carré comme toi, on est pareil. C'est ça que les gens disent qu'on est des intenses, mais ils comprennent pas. C'est ça qui nous a amené où ce qu'on est. C'est la seule façon qu'on a vécu, on s'est vraiment senti vivant. Mais t'es pas intense, toi, je t'écoute aller, là. Écoute, y a-tu des affaires, toi? T'es-tu fait une bucket list des choses qu'il faut que tu fasses avant de mourir? Écoute, il y en a une, c'est le parachute, puis je l'ai fait. Tu l'as fait. Ouais, j'ai failli mourir. T'as vu, moi, je veux le faire, le parachute. C'est juste que là, avec mon poids, il faut que tu sautes en tandem. Non. Écoute ça. Non. Moi, j'ai fait un premier saut en tandem. Après ça, tu peux sauter en tandem à quelqu'un. Il y a des parachutes plus larges. Ça dépend du poids. Il va Ouais, mais t'as un poids limite. Non. En tout cas, moi, ils m'ont fait une permission spéciale parce qu'on a le même poids. Moi, j'étais à 350 quand j'étais en tandem. Ah, mais c'est le fun, une permission spéciale sur un parachute qui est bon pour 450, puis que tu pèses 470. Non, mais check bien. Non, mais c'est parce qu'ils peuvent avoir des voiles spéciales OK. pour tout dépendant du poids. Ça, c'est correct. Mais après avoir fait ça, j'ai fait le cours pour apprendre tout seul. Fait que toi, t'as pris une montgolfière, ton premier saut en tandem. Quasiment. Non, mais après le saut, j'ai pas eu de thrill parce que c'est comme sauter en tandem, tu sautes avec quelqu'un, tu fais Ben, rien. c'est pas toi qui décides. Non. Fait que moi, j'ai eu zéro thrill. J'ai dit, je veux prendre le cours. J'ai fait le cours d'une semaine. Puis là, écoute, c'est un cours sérieux, là, pour pouvoir faire ça, pour pouvoir sauter tout seul.
Là, ils m'ont fait une permission parce que j'étais au-dessus d'un poids limite pour sauter tout seul. Mais ils ont vu que j'étais assez en shape pour pouvoir courir si j'atterrissais. Fait que j'ai fait une centaine de sauts tout seul. Mais l'affaire, c'est que j'ai failli mourir parce qu'à un moment donné, j'ai fait un saut de nuit. Pour faire un saut de nuit, il faut que tu aies au moins 500 sauts. J'en avais juste 100. OK, Ils m'ont fait une permission encore spéciale. une fois, ouais. Ouais. Puis l'affaire, un saut de nuit, comment ça marche? Ça, c'est malade. OK? Pour les gens qui connaissent le parachute, ils vont comprendre. Un saut de nuit, tu sautes au sauter du soleil quand tu vois plus rien. Quand tu sautes de l'avion à 13 500 pieds, pendant le jour, quand tu sautes, tu vois la piste d'atterrissage, il y a comme une flèche, et là, il faut que tu atterris. Un saut de nuit, T'en vois pas la flèche? Non. Au saut de nuit, comment ça marche? C'est que tous les chars, on éclaire, on allume les lumières pour éclairer la piste d'atterrissage autour. Fait que quand tu sautes de l'avion, tu regardes les lumières sont où, qui éclairent la piste d'atterrissage, parce que à 5000 pieds, tu ouvres ton parachute pour comme atterrir vers la piste d'atterrissage. Quand j'ai sauté de l'avion à 13 500 pieds, je regarde les lumières, je vois des lumières, je dis OK, c'est là, je fais des culbutes puis tout, puis je m'amuse dans les airs. Là, tu trouvais plus de lumière? Non, check bien ça. Non. Après, à 5000 pieds, j'ouvre mon parachute. En ouvrant, là, tu te rapproches du sol. Là, c'est pitch black, tu vois rien. Là, je vois les lumières que je regarde. Je dis, fuck, c'est des lanternes de maison. Mais go, je peux pas aller atterrir jusqu'à une maison. Ben non, il y a des fils électriques. Il y a des fils électriques, il y a des maisons, je rentre dans un mur, je vais mourir. Fait que je suis comme, oh my, je me suis trompé. C'était pas les lumières des autos, c'est les lanternes de maison, mais je peux pas atterrir vers là. Fait que je vais vers la gauche, puis là, c'est pitch black. Parce qu'il n'y a plus rien. Fait que tu sais pas qu'est-ce qu'il y a. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a. Probablement, je peux pas freiner, je vois pas le sol. Fait que je peux rentrer dans un arbre, un fil électrique, je peux rentrer dans plein d'affaires. Puis à la vitesse que j'arrive pour le sol, parce que avant d'atterrir, il faut que tu freines, que tu tires le parachute, puis ça fait comme un freinage pour atterrir debout. Je vois pas le sol, je sais pas quand freiner, je vois rien. C'est vrai? Toi, tu le vois pas, le sol, Non, tu je sais vois pas quand rien. est-ce freiner. Je ferme les yeux, puis c'est comme je vais mourir. Ma vie est finie, là. Puis là, ce qui est arrivé, je suis comme ça, puis j'attends juste l'impact, ce qui va arriver, je vais mourir. À un moment donné, je suis comme ça, puis je revole par en arrière. Mon parachute C'est pas, il y a un arbre. a pogné un arbre. Ça a sauvé ma vie. Fait que là, je revole par en arrière, puis je dis, oh my God, mon parachute, ben, je vois rien, là. Le parachute a pogné un arbre, fait que j'agrippe l'arbre. J'étais à 60 pieds dans les airs. Cloc, cloc, cloc. Là, je descends, là. Tu sais, comme, par la force de gravité, j'arrache les branches toutes. Je suis tout déchiré, là, mon saut est déchiré, tout, je saigne partout. Puis là, je suis en douleur, en équimauge, je rampe dans la rue. Il y a une rue, je rampe. J'étais à 10 km du centre d'où ce qu'on court. Oui, parce que dans les airs, si tu sautes à mauvaise place, tu peux bifurquer assez loin. Je rentre dans la rue, je suis en plein milieu de la rue, puis je reste couché là. Il y a une auto qui arrive. Puis là, l'auto, elle me regarde, il a peur, il reste Je là. te poser une question, c'est quoi qu'il fait là? Non, mais check bien ça. Une auto qui arrive, elle reste là. Il y a une autre auto qui vient de l'autre bord, il reste là, je suis en plein milieu de la rue, le monde a peur, il sort pas. Il y a une troisième auto qui arrive, puis il dit, Chris, qu'est-ce qui se passe? Là, il me voit coucher à terre. Le gars arrive, il me regarde, moi, je suis en sang, là, il dit, Georges Larac? Là, je suis comme, ah, qu'est-ce que tu fais là? J'ai envie de dire, si tu dépêches, je suis en train de jouer au curling. Qu'est-ce que je fais là? Je fais rien, je suis en sang, là. Qu'est-ce qui t'arrive? Là, j'ai dit, un accident de parachute, puis tout. Fait que là, finalement, ils ont appelé les gars du club, puis le monde au club pleurait, ils pensaient que j'étais mort. Parce que si t'atterris pas là, t'es mort. Tu vas atterrir où? Tu peux pas, tu vois rien. Fait que, puis le club aurait fermé parce qu'ils m'ont donné une permission de sauter à 100 sauts alors qu'il en faut 500 d'expérience. C'est quoi l'idée de sauter de nuit, Georges? Adrénaline. Moi, je sautais, puis c'était plus assez un gros thrill. Je voulais faire un saut de nuit, quelque chose de dangereux. C'est quoi la prochaine affaire? Tu sautes pas de parachute pour avoir juste un thrill encore plus? Non, c'est ce qui est arrivé, c'est que malheureusement, vu que j'ai parlé de mon accident de parachute souvent, quand mes assurances ont entendu ça, ils ont dit, tu le sais que c'est considéré comme un sport extrême. Si tu meurs en parachute, l'assurance que tu as pour tes enfants ne comptera pas. Fait que j'ai vendu mon parachute, j'ai arrêté de faire ça parce que ça servait à rien. Fait que comme ça, on pourra pas sauter en tandem tous les deux. Je pensais que tu allais être mon moniteur pour qu'on saute ensemble. Non, pour que je sois ton moniteur, j'ai besoin de 1000 sauts. Ben, tu demanderas une permission spéciale, t'es bon là-dedans. Hey, pour vrai, j'ai... c'est sûr qu'avec toi, il faut 2 montgolfières collées ensemble. Mais, ouais, c'est comme... Je casse-cou, mais ça, ça, c'est compliqué. Être moniteur pour faire ça, là, j'ai ta vie entre les mains. Hugo, je suis prêt. Si je me tue moi-même en faisant mes niaiseries, c'est quelque chose, mais je peux pas t'entraîner avec moi, puis ça l'arrive. Honnêtement, à voir comment tu t'as l'air à répéter les mêmes affaires plusieurs fois, pas sûr que j'ai envie de mettre ma vie dans tes mains. Ouais, c'est parfait. Tu vois, toi, t'as appris, moi, j'ai pas appris. C'est bon, ça, j'aime ça. Ça, c'est câble. Ça, c'est câble, puis pas à peu près. On a pas mal d'histoires câbles.
Je me vais en Tanzanie. Ngorongoro, c'est une des 10 merveilles du monde. C'est un safari dans un volcan. On s'en va là. Puis tous les animaux sont là. Éléphants, lions, il y a tout qui sont libres. Puis on se promène dans un Range Rover, il y en a plein. Là. Au milieu du safari, il y a une parc de salle à dîner où il y a des tables à dîner qu'on arrête là pour prendre un break. Puis là, il y a des centaines de visiteurs qui sont là. Il y a beaucoup d'Asiatiques, il y a du monde de partout dans le monde qui sont là. Puis quand on est assis à la table, à un moment donné, il y a un éléphant au loin qui s'en vient pour marcher à travers la table. Puis ça, quand tu vois un éléphant vieux de même qui s'en vient, c'est parce que quand les éléphants deviennent trop vieux pour leur troupeau, pour pas être pour les ralentir trop, ils s'en vont mourir tout seuls, ils s'en vont, puis ils sont fâchés, ils sont frustrés. Quand j'ai vu l'éléphant, j'ai dit « Oh my God, faut que j'aille prendre des photos. » Dans mon livre, d'ailleurs, tu vois une photo que je suis juste devant l'éléphant, je prends une photo comme ça. Moi, je cours vers l'éléphant pour aller prendre des photos. Dans la jungle. Tout le monde me crie « Georges! » Tout le monde me crie après, moi, j'écoute pas. Ça te tentait pas de marcher plutôt que courir vers l'éléphant? Non, moi, j'étais comme, je voulais le pogner. Je sais pas, j'étais excité. Puis là, les Asiatiques, tout le monde me filmait, là, parce que le monde filmait, il disait, oh, le gars, il filmait plus l'éléphant, c'est toi qui filmais. Il me filmait. Puis il dit, en Chine, il y a du monde qui ont un noir qui court après un éléphant avec une affaire. C'est sûr, là. Puis là, moi, je cours vers l'éléphant, je prends des photos. Puis là, après une couple de photos, là, je dis, bon, j'ai fini. Fait que je recule en diagonale, l'éléphant me suit. Je change de direction, il me suit. Là, je dis, fuck. C'est pas parce qu'il t'aimait, là. Non. Là, il a levé ses oreilles. Ah, tabarouette. Là, il part après moi. Fait que là, je dis, écoute, je vais virer de bord, je pars à courir, il va me piler dessus, c'est fini. Quand je me vire de bord puis je pars à courir... Lui, il connaissait pas Georges Larac parce qu'il n'aurait pas parti à la course. C'est dans la jungle. Il y a un éléphant, il y a un Range Rover, un guide, qui est venu en pleine vitesse, qui a coupé la distance entre moi et l'éléphant. Parce que l'éléphant est vieux, il a changé de direction, ce qui a sauvé ma vie, mais il aurait pu passer à travers le Range Rover puis passer par-dessus pareil. Quand il a changé de direction, ça a sauvé ma vie. Mais le guide, quand il est sorti du char, il devait être content. Il a pointé le gars d'après moi, puis il a gueulé après moi en Swahili. Il gueulait plein d'affaires, puis... Parce que si je meurs, le parc ferme, c'est 60% de leur économie. Mon guide est venu, puis là, il voulait exporter tout notre groupe de retour au Canada à cause de ce que j'ai fait. Finalement, j'ai donné 100 pièces US, ce qui était son salaire, genre, presque d'1 an, puis il m'a donné une chance. Mon gars a essayé d'expliquer non, c'est un joueur de hockey, c'est juste un imbécile, il savait pas. Fait que là, parce qu'il pensait que je l'avais. Le monde pensait, les touristes pensaient que je voulais me suicider en courant vers l'éléphant. Tu vois comment que. Je suis un peu. Ces histoires-là, là, t'es conduit à tes enfants. C'est dans mon livre, fait qu'ils l'ont lu. Mais c'est toutes des affaires, je leur dis toujours, la majeure partie des choses, vous allez voir que je faites le contraire. Faites le contraire parce que c'est pas la meilleure chose. Mais tu vois, c'est comme mon cerveau, des fois, il est comme, même si j'ai pas de commotion, pour trouver de l'adrénaline, des fois, je suis un peu fou. Dans ton rôle de père, parce que, un peu comme moi, encore une fois, on a beaucoup de similitudes. Toi, tes enfants, sont à Edmonton, je crois. Ouais, moi, j'habitais ici à Montréal. Mon garçon, il était à Québec longtemps. Ouais. Comment tu as trouvé ça, de jouer ton rôle de père quand il était à distance? L'affaire, c'est que j'étais habitué parce que c'est dès leur naissance. Tu sais, c'était pas planifié. Même si c'est la meilleure chose qui est arrivée dans ma vie, c'était pas planifié comment c'est arrivé. Et dès le début, ça a été une habitude de m'habituer à la distance. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'à chaque 2 mois, je descends à Edmonton pendant une semaine pour les voir. Puis pendant l'été, quand ils étaient jeunes, j'allais en avion à Edmonton avec moi, puis je les amenais à Montréal parce que la moitié de l'été avec moi. Puis après ça, je les ramenais à Edmonton en avion. À partir de 8 ans, ils peuvent être assistés avec Air Canada, avec quelqu'un, elle les mettait dans l'avion. Puis j'allais les chercher à l'aéroport. J'avais pas besoin de les chercher, puis revenir, puis les ramener. Parce qu'à partir de 8 ans, ils peuvent être tout seuls. Fait que c'est pour ça qu'on a fait ça moitié de l'été à Montréal avec moi. Puis sinon, à chaque 2 mois, je descends à Edmonton pendant la semaine pour les voir. Puis avec la technologie, avec maintenant les FaceTime, toutes ces choses-là, on peut se voir en ligne par vidéo. Puis vous parlez-vous souvent? Oui, souvent, oui. Très facile. Ils ont des cellulaires, tout, c'est super facile. Puis ils te contactent souvent, demander des conseils. Oui, parce que les deux jouent au hockey, au niveau. Puis, tu sais, je suis tellement populaire à Edmonton, je suis tellement sollicité avec les Oilers d'Edmonton aussi pour des événements caritatifs. Fait que ils viennent tout le temps, ils sont tout le temps là. Fait que, avec le hockey, on patine beaucoup. Fait que, ouais, je les aide énormément. T'es-tu content qu'ils suivent tes traces au hockey?
pour être honnête avec toi, je suis pas mal plus content qu'ils suivent ce qu'ils veulent faire. Moi, je suis pas une personne qui est obligée de jouer au hockey. C'est comme, c'est quoi le sport que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux pratiquer? Mon gars, comme moi, il veut jouer dans la Ligue nationale, puis ma fille, elle joue au hockey, elle a arrêté une année pour faire autre chose, puis là, maintenant, elle a décidé de continuer à jouer au hockey parce que ses amis jouent au hockey, mais ils font plein de sports. Tu sais, ma fille, elle joue au basketball, elle joue au volleyball aussi, dans une équipe. Mon gars, il joue au golf, il joue au baseball aussi. Mais tu sais, suivre mes traces. Je vais dire qu'ils suivent leurs propres traces parce que je veux pas que mon gars suive mes traces puis qu'il se batte. Et s'il dit un jour qu'il veut se battre? Ben là, ça va être libre à lui. Moi, j'espère que non. Qui va voir son enfant se faire mal? Tu vas essayer de le décourager? Non. Okay. Je vais toujours l'encourager dans ce qu'il fait. Mais tu sais, c'est un gars physique comme moi. Ben, il y a le meilleur coach, par contre, pour y montrer comment se défendre. Tu sais, mon gars, mon gars est 6 pieds 4. Okay. Il vient d'avoir 15 ans, il est 6 pieds 4, tu sais, déjà. Fait que, il va me dépasser, je suis 6 pieds 4. Alors, tu sais, je vais toujours l'encourager, je vais lui montrer comment, mais écoute, le fait que je le faisais, je sais l'anxiété, c'est quoi. Puis savoir comment il va se sentir s'il fait ça, je veux pas voir ça. Je sais pas si c'était comme moi, quand je vais le voir jouer, il joue au football, puis des fois, j'aimerais mieux que ce soit moi qui soit là. Ah ben oui, c'est sûr. Lui, tu sais, des fois, ils reçoivent des coups, là, puis c'est comme, il y a ce côté-là où c'est, oui, tu veux les protéger, puis en même temps, c'est comme moi, c'est correct que moi... Mais non, t'as raison, moi, je suis pareil comme toi, là. Je veux pas qu'il mange. Toutes les fois qu'il se fait mal, je veux que ça soit moi à la place. Je voudrais jamais que ça soit lui. On est pareil là-dessus, c'est sûr. On est protecteurs, fait que on veut pas qu'ils vivent ça. On veut pas que nos enfants vivent l'adversité qu'on a eue. Puis, sais-tu quoi? Ça, c'est une erreur. Parce qu'aujourd'hui, la grande majorité des parents, on élève nos enfants dans la Watt. Puis quand ils ont de l'adversité, ils sont bébés gâtés, ils chialent, puis ils savent pas comment vaincre l'adversité. Dans notre temps, là, on combattait tout seul, puis ça nous a rendus plus forts. Oui. C'est pour ça que même moi, il faut que je travaille là-dessus, parce que quand on garde trop nos enfants, c'est pas bon ce qu'on fait. Par contre, d'un côté, je suis content de pouvoir jouer ce rôle-là parce que je l'ai vécu. Et sans, je te dirais, les mettre dans Watt, c'est de le conseiller pour qu'il fasse son propre chemin, mais qu'il évite les erreurs que nous autres, on a faites. Ouais. Tu sais, quand ta personne te le montré, c'est à force de résilience puis de volonté qu'on a réussi ce qu'on a fait. Oui, exact. Mais en même temps, est-ce que tu as besoin de passer par toutes ces difficultés-là? Ah non, mais écoute, les difficultés que j'ai eues de racisme puis tout à Sorel-Tracy, on s'entend qu'à Edmonton, il n'y a pas ça. Là. Fait que déjà là, ça, c'est la pire affaire qu'il ne faut pas qu'un enfant vive à travers, parce que aucun enfant ne devrait vivre à travers de l'intimidation. Puis heureusement, tu sais, puis il est chanceux de ça, Edmonton, où ce qu'il vit, j'ai tellement été populaire là-bas que automatiquement, mes enfants sont très populaires à Edmonton grâce au fait que leur père est une figure très connue là-bas. Donc, ça rend les choses plus faciles, c'est ça, dans leur adolescence puis dans leur jeunesse. Y a-tu là-bas, là, au niveau de l'inclusion, c'est-tu plus facile? Bien, c'est plus facile. C'est comme à Montréal. Il y a des gens qui viennent de partout. C'est juste que quand on parle de Sorel-Tracy, on était la seule famille noire. Mais une fois qu'on est allé vivre à Montréal après, il y a beaucoup plus d'inclusion. Oui, c'est cosmopolitain. Les gens sont plus habitués. Ouais. Comme Edmonton aussi, c'est diversifié. Fait qu'il n'y a pas de problème comme ça là-bas. Puis tu parles en plus d'une ville qui a une équipe de football. Fait que, qui est majoritairement africain-américain dans les équipes. Fait que c'est pour ça que la diversité là-bas, il y en a beaucoup, puis les gens sont habitués. Y a-tu encore du racisme dans les arénas, d'après toi? Ah, ben oui, il y en a beaucoup. Au Québec, c'est épouvantable. Encore? Ah, oh, c'est épouvantable, les incidents qui arrivent encore aujourd'hui. Puis comment que les ligues ne savent pas comment gérer ça. Puis les punitions sont pas assez sévères. On entend plein de cas encore qui arrivent aujourd'hui. Puis, tu sais, aujourd'hui, c'est juste, les gens sont juste plus hypocrites, font plus attention parce que beaucoup de choses, c'est filmé. Mais c'est épouvantable qu'on pense qu'on est en 2024 puis il faut encore combattre ça. Des jeunes qui doivent passer à travers ça, ça n'a aucun sens. Donc, as-tu l'impression que c'est juste pas moins pire, c'est juste différent? Oui. Bien, c'est moins pire que c'était dans le temps, mais c'est différent aussi. Parce qu'il y en a qui sont hypocrites, qui font attention par rapport à ça. Il y a encore des illuminés qui le font devant des caméras puis qui s'en cachent pas, là, ça n'a aucun sens, mais... c'est vrai qu'ils n'ont rien à perdre, là, mettons. Oui, exactement. Ça arrive encore, malheureusement, c'est encore présent. Pour ton fils, de grandir en étant le fils de Georges Laraque, c'est-tu de la pression? T'en as-tu déjà parlé? On en parle, mais je dis toujours que, écoute, moi, je suis fier de tout ce qu'il fait, puis il n'y a pas à suivre mes traces, il n'y a rien à faire, puis il y a zéro pression. C'est sûr que si je joue à une nationale, les gens vont toujours comparer. T'sais, les gens nous comparent déjà là maintenant à l'âge qui est rendu, comment qui est. Mais en bout de ligne, je dis toujours que je l'aime, puis que tout ce qu'il fait, moi, qu'il arrête ou qu'il continue, je vais le supporter, puis il n'y a pas de problème, puis il n'y a pas à sentir aucune pression dans ce qu'il veut faire. Parce que tu vois, moi, là, mon père, c'est un rough, c'est un batailleur. Moi, je voulais pas être comme mon père. Ouais. Je voulais me faire valoir différemment parce que
il me faisait sentir comme si moi, je n'étais pas un batailleur comme Ouais, lui, ouais. tu n'étais pas à la hauteur. Mettons. Ouais. Fait que je me suis dépassé différemment. Ouais. Tu vois, ben, je regarde mon fils aller, puis ce que je voudrais pas qu'il ait le même parcours que moi, Ouais. mais je veux qu'il se dépasse dans ce qu'il fait, peu importe ce que c'est, tout comme toi, là. Ouais. Puis de pas se mettre la pression d'être, c'est pas ce que t'es mon garçon, tu fais ton propre chemin, là. Ouais. C'est juste que nous autres, à notre manière, on est peut-être capable de les aider un petit peu. Ouais. Là. Puis quelque chose que moi, je trouve important, là, parce que, premièrement, je suis un sportif, puis il l'est aussi. Et pour moi, c'est important qu'il aille chercher d'autres choses que juste le sport en soi, de le pratiquer. C'est tous les bienfaits que ça emmène, la discipline, la structure, le dépassement. Non, mais c'est pour ça que, tu sais, on dit toujours que tu peux éduquer un enfant comme tu veux, mais si tu ne le mets pas dans le sport puis il reste devant la télé toute la journée à écouter des films, la télé, des jeux vidéo, c'est la pire affaire à son développement. Il va développer de l'autisme au lieu de développer de confiance en soi, des amis, éthique de travail, de se mettre en forme, de s'entraîner. Tu sais, dans le sport, là, c'est un peu comme aller à l'école. Tu as un prof, tu as un coach, tu l'écoutes, tu te pratiques, puis tu deviens meilleur. À l'école, ça va me faire. Ça te donne une éthique de travail, le sport, qui est incroyable. Puis pas juste ça. La grande majeure partie des enfants sont hyperactifs. Quand ils font du sport, ils se défoulent. Fait que c'est plus facile de rester en classe après et écouter. Si ton enfant ne fait rien, puis il est toujours assis, puis ne fait pas de sport, il ne bouge pas. À l'école, ça se peut qu'il bouge, ça se peut qu'il soit distrait parce qu'il ne fait rien. C'est important qu'il sache qu'il y a du sport, qu'il sache qu'il faut qu'il mange bien avant une activité, qu'il commence à s'habituer à comprendre ces choses-là. C'est pour ça que le sport amène un élément dans l'éducation qui est primordial pour l'éducation d'un enfant. Écoute, moi, je pense qu'on n'a pas assez de sport dans notre système scolaire ici au Québec. C'est moins planté dans notre manière d'être que ça l'est dans, mettons, du côté anglophone, le sport est beaucoup plus présent. Oui. Non, mais c'est vrai, mais au moins, dans la ville, il y en a beaucoup. Oui. C'est juste que c'est parce que les écoles, écoute, c'était rendu tellement compliqué. Ils sont pas surpopulés d'élèves, il n'y a pas assez de profs, c'est compliqué, il n'y a pas de fonds. Oui. S'il faut être dans des écoles privées pour avoir accès à ces sports-là, sport-études, ça coûte trop cher pour bien des gens. Fait qu'il faut que tu t'inscrives à la ville. Écoute, c'est un sujet très, très complexe. Ben, écoute, il n'y a pas de monde parfait, de toute manière. Là. Fait que là, Georges, là, pour conclure, là, moi, ce que j'aimerais, là, parce qu'on a déjà parlé quand je suis allé te voir en entrevue, ça serait qu'on se tape un voyage à Miami, qu'on y aille rencontrer Chef Créole, puis qu'on y aille visiter le Hood ensemble. Ben, moi, j'adore. Écoute, toutes tes histoires que tu m'as contées avec Silky Slim, avec Boogeyman, puis toutes ces choses-là, j'ai toujours trouvé ça fascinant. Puis j'aimerais ça, non seulement qu'on aille là-bas, mais ça serait fun que ça brasse. OK. Tu sais, une place qui vraiment que ça va brasser. Tu sais que notre adrénaline est dans le coton, puis on prend un risque. Ce qu'on va faire, on va aller voir Dada 5000. C'est lui qui organise les combats à point nu. Maintenant, il a parti une ligne de combat. Fait que ce qu'on pourrait faire, on pourrait aller manger au restaurant de Chef Créole, qui est dans le Hood. OK. Fait qu'on pourrait le visiter. Puis on pourrait aller voir un gala. Les autres se battent à point nu. Ils ont pas de lien. Les autres, ils ont un ring en triangle. Fait que là, il m'est arrivé avec une histoire là, qu'un ring, le vrai ring, il n'est pas carré, il est triangle. En tout cas, c'est assez drôle comme concept. Mais l'idée là-dedans, c'est que les autres, ils n'ont pas de gants. Puis là, ben, quand je suis allé là-bas, il commençait avec c'était embryonnaire d'avoir sa propre ligue pour compétitionner l'UFC. Mais tabarouette, il l'a fait, puis il a parti sa ligue. Je me souviens plus, c'est quoi, BYB, je pense. Puis ils se battent vraiment à point nu. Ils se mettent juste des bandages. Puis là, ils ont le ceinture, ils ont le championnat du monde, toute la pétante, mais ça a parti dans le Hood. Fait que moi, quand je suis allé, là, il y avait une petite cabane, puis il y avait un bucket plein de dents. Ça fait que là, il ramassait les dents qui tombaient parce qu'il se tapait sa gueule. Puis quand que je me suis rendu là-bas pour aller voir le combat, je me suis fait intercepter par un policier en civil. Il nous a demandé où est-ce qu'on allait. On lui a dit qu'on allait voir. Puis ils nous ont dit, si vous allez là, vous êtes on your own. Il n'y a rien qu'on peut faire pendant que vous êtes là-bas. Puis il nous a organisé 3 combats, juste pour nous autres. C'était en arrière de chez eux, dans le gazon. Il a fait une corde, il a fait un triangle, puis les gars se tapent sa gueule là-dedans. Il faut aller là. Puis là, les autres, pour peut-être un peu. Hey, on peut se rentrer dans le triangle? on peut embarquer probablement, là, puis on peut se battre. Puis tu sais quoi? Lui, il fait ça en même temps, puis il emmène les jeunes voir les combats, puis c'est comme assez violent, là. Parce qu'ils ont inventé un slogan pour contrecarrer la violence entre les gangs. C'est « baissez vos armes puis levez vos poings ».
Ah, mais ça, c'est bien plus safe. Pas mal. Ouais. Wow. Ça envoie un drôle de message à nos enfants quand nous autres, on lui dit... on lui dit de pas Wow. faire ça. Eh Là. non, je veux voir ça. Fait que ça, je pense que c'est de quoi qu'on pourrait arranger, puis je pense qu'il pourrait être pas mal cool, mon Georges. Mais on peut aller voir Boogeyman aussi? Pas sûr que ça me tente bien, moi. Puis ça va être un peu plus compliqué, à moins que je mette un contrat sur ta tête. Il y a des chances qu'on soit capable de le faire. Et là, c'est malade que tu aies fait ça. C'est incroyable. Hey, merci beaucoup, Georges. Je suis vraiment content. Et là, c'est vraiment le fun. Merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Merci, Luc. Yes, sir! Ah, ça va être